Bonjour tout le monde et bienvenue à cette 11e édition du podcast Bulletin sportif. Une présentation de Gagner Sport. Gagner Sport, le spécialiste des équipements de sport, leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse aux particuliers, mais également aux centres de services scolaires, écoles privées, cégep, universités, municipalités, les centres sportifs, les centres de services de garde ainsi que les bureaux d'architecture et d'urbanisme. Gagner Sport croit également qu'il n'y a aucun compromis en ce qui a trait à la sécurité. Chez Gagner Sport, l'excellence du service qui est offert est à la base de toutes leurs actions. Merci encore une fois à chaque semaine de nous accompagner Gagner Sport dans la présentation de ce podcast. Excusez-moi. On dirait que je manque d'air. J'ai un petit rhume. Donc, on va essayer de partir ça comme il faut et se rendre jusqu'au bout. Surtout, cette semaine, qu'est-ce qui a marqué l'actualité? Évidemment, le championnat canadien de rugby féminin. J'ai glissé un mot ici et là sur le rugby féminin dans cet automne, notamment pour dire qu'il y avait assez peu de compétition, surtout au niveau québécois. Laval et Ottawa, qui évidemment compétitionnent au RSEQ, étaient loin en avant de tout le monde. Ben, Laval a assis, si on veut, sa domination jusqu'au niveau canadien avec une victoire de 22-5 contre Queens en grande finale. Et d'ailleurs, Ottawa a terminé 3e au championnat canadien. Donc, on salue cette magnifique prestation, notamment Audrey Champagne, joueuse par excellence avec 12 points en finale. Donc, félicitations au Rouge et Or qui regagne son championnat canadien après l'avoir remporté en 2019. Évidemment, en 2020, il n'y avait pas de championnat et Queens l'avait emporté l'année passée. Donc, voilà, retour du titre canadien en terre québécoise au niveau du rugby féminin. En soccer universitaire, on avait les finales provinciales. Et autant chez les hommes que chez les femmes, ce sont les Carabins qui l'ont emporté. Chez les femmes, une victoire de 2-1 contre l'Université Laval. Chez les hommes, une victoire de 1-0 contre l'UQTR. Dans les deux cas, en fait, les 4 équipes sont qualifiées pour le championnat canadien. Chez les femmes, le championnat canadien se déroule justement à l'Université Laval. Ça se passe en fin de semaine. Et pour en parler, à l'entrevue de la semaine, on va recevoir la joueuse par excellence cette saison, Mégane Sauvé des Carabins de l'Université de Montréal. Écoutez-la, elle est en préparation pour justement le championnat canadien qui débute jeudi. Donc, voilà, ça va être à surveiller. Chez les hommes, le championnat canadien, ça se déroule à Kamloops. Dans les deux cas, l'Université de Montréal est classée 2e et l'autre, donc Laval chez les femmes et l'UQTR chez les hommes, est classé 8e à l'aube du tournoi qui, dans le fond, est un tournoi simple élimination. Donc, si vous perdez, vous n'avez aucune chance de gagner la médaille d'or. Alors, voilà, on leur souhaite la meilleure des chances. En basketball collégial féminin, je veux juste souligner on parlait de domination au rugby féminin tantôt. Sans dire que c'est une domination à ce niveau-là, la saison est encore jeune, mais chez les femmes au collégial, Champlain-Saint-Lambert, les Cavaliers sont 3 victoires, aucune défaite. Mais surtout, elles ont remporté leur match en moyenne 82-36 depuis le début de l'année. Et c'est moi je pourrais dire, un travail collectif qui se fait de ce côté-là. Chloé Oliver, Caitlin Frost, qui était la joueuse, la recrue par excellence l'an dernier, Divine Dibula, Candice Lienafa, Anaïs Levasseur, vraiment un groupe, là, toutes les filles marquent des points, des 10 points et plus par match pour à peu près chacune. Donc, franchement, je ne sais pas si ça va durer toute l'année, mais le dernier match, la dernière victoire, une 70-49 contre Sainte-Foy, c'est pas rien. Sainte-Foy qui est habituellement une équipe toujours parmi le haut du classement en collégial féminin au niveau du basket. Chez les hommes, il y avait un match intéressant en particulier que je surveillais. C'était Huntsic contre Sherbrooke. Sherbrooke a dans ses rangs le meilleur compteur du circuit collégial depuis le début de l'année, Bryce-Philippe Fandio. Et Huntsic, c'est une équipe qui est extrêmement solide en défensive. D'ailleurs, depuis le début de l'année, c'est une moyenne d'à peu près 58 points seulement qu'ils accordent. Sauf qu'ils ne sont pas que défensifs. Ils l'ont emporté 99-54
53. Grosse victoire d'Onsic. Je mentionne que Vanier est toujours invaincu. 5 victoires, aucune défaite. Onsic est 4-1 avec un groupe d'autres équipes. Donc, ça va être intéressant de suivre le basket collégial. Si vous n'en regardez pas, si vous aimez un petit peu le basket, prenez le temps de regarder du basket collégial. C'est généralement web diffusé, donc vous avez du très haut niveau de jeu. Je vous invite à le faire parce que moi, je vais les suivre toute l'année. Surtout que, bon, le football tire à sa fin. Donc, franchement, je vais mettre beaucoup d'énergie à regarder le basket. Fait que suivez-le avec moi. Basket universitaire maintenant. C'était le début de saison. Chez les femmes, des victoires de l'UQAM, de Bishops de Laval. 2 défaites pour McGill. Et, bon, évidemment, Concordia a perdu son match, c'était contre l'UQAM. Concordia va être en reconstruction cette année, perdu beaucoup d'excellentes joueuses qui en étaient à leur dernière saison, évidemment, l'an passé. Donc, ça va peut-être être un travail qu'on va voir tout au long de l'année, à voir si elles vont remonter la pente pendant la saison. Là, ça reste juste un match. Chez les hommes, des victoires de Concordia, Bishops, Laval, c'était assez serré les matchs qu'on a eus. 2 défaites de McGill, par contre, en fin de semaine. Et je voulais juste souligner, et surtout souligner que j'étais là jeudi soir passé au centre sportif de l'UQAM. D'ailleurs, vous pourrez lire le texte que j'ai écrit sur le sujet sur le site de bulletinsportif.ca. L'hommage qui a été fait à Mme Olga Rikak. Comment la définir, Mme Rikak, si vous ne la connaissez pas? C'est la première femme qui a été à la tête d'un programme de basketball masculin en Amérique du Nord. Elle était, oui, on lui a rendu hommage, mais ça faisait suite à son intronisation au Panthéon du sport du Québec. Donc, Mme Rikak, qui est une très grande du basketball au Québec et pas une grande femme, une grande personnalité du basketball au Québec et au Canada. Donc, chapeau à elle. D'ailleurs, pendant l'automne, minimalement pendant l'automne, on verra si ça va se poursuivre, mais le terrain sur lequel les équipes de basketball de l'UQAM vont jouer est nommé le terrain Olga Rikak. En hockey, je poursuis donc de ce côté-là. Collégial féminin, Champlain-Lennoxville, toujours dominante 13-1. La bataille pour la 2e place à suivre là, entre Limoilou et John Abbott. Gabrielle Santerre, toujours une excellente en début de saison. C'est elle qui domine au niveau des points avec 24 en 14 matchs. Et Gabrielle Santerre de Lennoxville et Émilie Lucier de John Abbott, meilleure buteuse, 12 buts en 12 matchs de son côté. Du côté des hommes, si Lennoxville avait eu un départ fracassant, 11 victoires, aucune défaite, une en prolongation, eh bien, c'est un peu plus difficile. C'est 3-3 dans ses 6 derniers matchs et c'est Alma qui a pris les devants au classement. Alma est 13 victoires, une défaite depuis le début de l'année. Au niveau individuel, Alex-Antoine Yargeau de Lennoxville, 31 points en 16 matchs. Au niveau des buts, c'est un joueur de Sorel-Tracy, Hugo Vizina-Fusé, 18 buts en 15 matchs. Et mentionnons, tout le monde la connaît, mais pas tout le monde est au courant de ce qu'elle accomplit. Ève Gascon, qui est gardienne de but pour les Patriotes de Saint-Laurent du côté masculin. Ève Gascon, elle n'a accordé que 10 buts en 8 matchs depuis le début de l'année. Donc, évidemment, une magnifique moyenne de buts alloués, mais c'est surtout qu'elle a 8 victoires, aucune défaite, 2 jeux blancs et un pourcentage d'arrêt de 96% depuis le début de la saison. Franchement, Ève Gascon domine le hockey collégial masculin. Au niveau universitaire, chez les femmes, les Carabins, qui avaient perdu leur premier match 3-1 contre Ottawa, ont gagné leurs 4 derniers matchs. Ceci dit, Ottawa est toujours première, mais elles ont subi leurs 2 premières défaites de la saison. Une défaite en prolongation contre Montréal et ensuite une autre défaite, cette fois 4-3 contre les Gators de Bishops. Un but de Joël Gagnon avec moins de 3 minutes à faire. Et donc voilà, le classement se resserre tranquillement pas vite. Mentionnons que pour les Carabins, Audrey-Anne Veillette, qui, depuis le début de la saison, a 5 matchs, a 8 buts. Elle en a inscrit 3 en fin de semaine, dont celui en prolongation contre Bishops vendredi. Donc, ça va être intéressant. Encore une fois, une belle bataille qu'on va avoir. Mais des équipes l'année passée, là, Bishops, il faut savoir que l'année passée, c'était sa première année dans le circuit. Cette année, déjà elle s'impose comme clairement un joueur non seulement à considérer dans le sens où ça peut être des matchs difficiles, mais c'est une équipe qui gagne régulièrement, va définitivement batailler pour une place en éliminatoire. Ça va être très intéressant, surtout quand on sait que Gabrielle Santerre, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, va rejoindre leur rang l'an prochain. Donc, ça va être à suivre toute l'année. Aussi, on va suivre ça de ce côté-là. Hockey masculin,
Évidemment, les trois équipes québécoises qui jouent en Ontario, l'UQTR qui est toujours au sommet du classement avec 7 victoires, 1 défaite, subit sa première défaite de la saison samedi. McGill a subi 2 défaites en fin de semaine et Concordia, 1 victoire, 1 défaite. Juste mentionner que parmi les 8 pointeurs, les 8 meilleurs pointeurs de la Ligue universitaire en Ontario, il y en a 5 qui proviennent soit des Patriotes de l'UQTR, soit des Redbirds de McGill, notamment Simon Lafrance des Patriotes avec 8 buts, 6 passes en 8 parties. Je termine ce début d'émission en parlant de volleyball, évidemment, universitaire et collégial. Au niveau universitaire, chez les femmes, Carabin, toujours en tête avec 4 victoires, 1 défaite, mais en fin de semaine, l'UQAM, 2 victoires contre McGill et contre Ottawa. Je souligne notamment l'excellente performance de celle qu'on a reçue un peu plus tôt cette saison en entrevue. Sabrina Maillé de l'UQAM, 21 points, dont 6 as et 18 réceptions défensives contre McGill. Donc, une très, très, très solide performance de l'attaquante de l'UQAM. Chez les hommes, en fin de semaine, Sherbrooke, 2 victoires, 3-2 contre Laval qui subissait sa première défaite de la saison et 3-0 contre Montréal. Enfin, au niveau collégial, juste mentionner le fait que Édouard Montpetit et Lionel Groux sont toujours invaincus. Ça va être à suivre toute l'année. Évidemment, je termine, les nouvelles se terminent comme ça. Par contre, on n'a évidemment pas parlé de football. Pourquoi? Parce que, évidemment, comme chaque semaine, on va en parler avec nos chroniqueurs Jason Bryan Jean-Baptiste au niveau universitaire et Chris Bemba au niveau collégial. Alors, je vous rappelle, en plus de ça, que l'entrevue de la semaine, c'est Mégane Sauvé des Carabins de l'Université de Montréal. Joueuse par excellence de la dernière saison de soccer. C'est sa dernière année avec les Carabins, donc c'est la dernière année au niveau universitaire. Écoutez cette entrevue-là, c'est une joueuse dont on va continuer d'entendre le nom. Je ne sais pas si un jour elle va se rendre à faire l'équipe nationale, mais c'est franchement une grande joueuse et assurément une femme qui a marqué le soccer collégial même avant, collégial et universitaire au Québec depuis environ 8 ans. Donc voilà, je vous invite à écouter ça. Pour le reste, je vous souhaite un excellent show. Salut. Jason Bryan Jean-Baptiste, bonjour. Salut Phil. On a commencé ça en force. On avait la première semaine, après nos 8 matchs de saison régulière, on a enfin eu, on était rendu là. Premier tour des éliminatoires, demi-finale québécoise au RSEQ. On avait 2 matchs intéressants. Et surtout, ce qui est le fun, c'est qu'on a eu 2 matchs au lieu d'avoir ces explosions des fois de scores qui font que le match est terminé après un quart ou une demi. Là, ça n'a pas été le cas dans ni l'un ni l'autre. Fait qu'on on va faire le tour ensemble, on va regarder ça. Pour commencer, l'affrontement entre Concordia et Laval. Qu'en as-tu pensé, mon cher? Puis c'est ça. Fait que j'attends de voir ce que toi t'en as pensé, qu'est-ce que tu as vu de tout ça. Honnêtement, je pense que c'était un affrontement où on avait 2 attaques explosives qui ont beaucoup donné des 2 côtés. Puis au final, pour moi, ça se résume à ce que l'attaque du Rouge-Or a juste réussi à reprendre le dessus. Du côté de Concordia, je pense qu'ils ont montré quand même des belles choses. Surtout, à ma grande surprise, ils ont quand même bien couru le ballon avec Olivier Roy, Dwayne Morgan. Au final, ils ont terminé avec plus de 100 verges. Ils ont essayé d'avoir plusieurs porteurs de ballon différents. Ils ont essayé de se donner des chances. Mais je pense qu'au final, l'attaque du Rouge-Or a juste pris le dessus en tant que tel, surtout par le jeu aérien. Encore une fois, Arnaud Desjardins, 321 verges, 3 touchés. Encore une fois, on est capable de trouver Kevin Mittal pour 2 passes de toucher. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. L'attaque du Rouge-Or est dominante. Ils sont diversifiés. Et d'un point de vue défensif, ils ont réussi à être assez constants pour limiter ce que Concordia pouvait faire, surtout en fin de match. Concordia n'a jamais vraiment réussi à... au début, ils ont mené, mais quand le Rouge-Or a réussi à prendre le dessus,
le Rougeur est vraiment resté stable. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Puis Concordia, ils n'ont pas été capables de rattraper cet écart-là, comme on avait pu voir contre d'autres matchs, notamment contre McGill ou contre Sherbrooke dans le passé. Le Rougeur est resté ferme, résilient, puis ils ont fait ce qu'ils ont à faire pour sécuriser cette victoire. Oui, exact. Puis, mais tu sais, encore une fois, Laval trouve, on dirait, le moyen d'assommer ou d'ébranler fortement ses adversaires en première demi, puis surtout en fin de première demi. On l'a vu contre McGill lors de leur premier affrontement entre les deux équipes. Tu sais, Laval avait donné bien des verges, je ne sais pas si tu te rappelles, contre McGill, puis boum, à la fin de la première demi, 2 touchés rapides, pow! Là, on a pris tellement une grosse avance que ça devenait difficile. Encore une fois, c'est ça qui arrive. À la fin de la première demi, c'est encore 16-13 seulement le match. On a 2 équipes qui jouent un match où est-ce que tu dis ça peut encore aller des 2 côtés parce que, comme tu l'as mentionné, 2 attaques explosives, tu ne sais jamais quand est-ce qu'un gros jeu peut sortir de la main du corps arrière parce qu'ils ont ils ont des bonnes armes. Là. On parle de la quantité d'armes qu'a Laval, mais au niveau du jeu aérien, là, Greaves, Salvaille, Murphy, tu mets ça ensemble, sérieusement, tu peux-tu vraiment dire qu'une équipe a un trio de receveurs plus dominant que ça? Receveur pour receveur, là, je pense pas qu'ils ont à rougir face à n'importe qui, puis quelqu'un aurait l'argument de dire que c'est le meilleur groupe de receveurs de la Ligue. Fait que, si Olivier Roy est capable d'avoir un peu de temps, c'est ce qui arrive. Sauf qu'en fin de deuxième demi, Kevin Mittal, 2 touchés, 2 longues séquences qui ont été réussies par le Rouge et Or, ce qui fait qu'on rentre à la demi avec un pointage de 30-13. Puis là, à ce moment-là, la deuxième demi, quand tu arrives la deuxième demi, tu as 17 points à aller. Il faut que tu gagnes la deuxième demi par 17 points contre Laval. Bonne chance. Et c'est un peu ça qui arrive. Concordia a gagné 14-8 la deuxième demi, mais c'est pas suffisant. Même au troisième quart, ils ont eu le ballon 9 minutes pendant le troisième quart. Mais au quatrième quart, c'est Laval qui a contrôlé le ballon. Puis trop tard, trop tard. Oui, ça finit 38-27, mais c'était 38-20 jusqu'à 10 secondes de la fin. Là. Le dernier touché, je pense qu'il est inscrit, il restait 10 secondes. Mais ça veut quand même dire qu'il y a moyen d'être dans le match pour Concordia. Ils se sont placés dans le match. C'est juste que le Rouge et Or trouve une manière, on dirait, de t'assommer au moment où est-ce que. Tu sais, d'aller marquer des points au moment où est-ce que ça va t'assommer. Et puis, ils sont fermes, ils sont vraiment résilients. Ils sont vraiment résilients, puis c'est une équipe qui est très opportuniste. Puis Concordia, je pense que de leur côté, comme tu l'as dit, l'écart était tellement grand qu'au bout d'un moment, même si tu as, comme tu as mentionné, l'un des meilleurs, c'est pas le meilleur trio de receveurs, quand c'est 30-13, tu es à Laval, tu es à Québec, dans ces circonstances-là, puis tu essaies de rattraper un écart, tu ne te mets pas nécessairement dans la meilleure position, surtout avec une attaque du Rouge et Or, qui ont un très bon jeu au sol, qui peut vraiment ralentir les choses, rendre ça plus avantageux de leur côté, vraiment contrôler le jeu, puis limiter le temps que l'attaque adverse peut avoir pour retrouver, gagner du rythme. Pour moi, ça s'est décidé là-dessus, puis c'est ce qui explique le résultat de ce match. Il y a ça, puis à un moment donné, c'est que tu deviens prévisible. Tu as beau avoir des bons joueurs, tu le sais qu'ils vont réussir des jeux, mais tu deviens prévisible. Qu'est-ce qui arrive? Olivier Roy se fait saquer 4 fois dans le match. Il y a eu 4 interceptions, dont 3 contre Olivier Roy, l'autre c'était contre Laurent Poisson. Mais 4 fois, tu te fais intercepter. Donc, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que ta défensive est capable de réagir à ça. Fait que tu n'as pas le choix de forcer le jeu, tu es en retard. Mais en même temps, j'ai aimé le fait de voir Concordia arriver, puis déjà en partant, il avait une mentalité agressive. Premier jeu du match, on botte le ballon, qu'est-ce qu'on fait? Botte écho et on réussit. On réussit notre botte écho, puis on ne fait pas juste réussir le botte écho, tout de suite, on s'en va marquer un touché avec Jeremy Murphy. Alors, troisième séquence, il aurait pu tenter le placement, il était à leur ligne de 32. Qu'est-ce qu'il essaie? Il essaie une passe. Ça n'a pas marché cette fois-là. Il y avait une mentalité agressive pour Concordia. Se sont dit, Laval va marquer beaucoup de points. On le sait qu'on n'a pas nécessairement la défensive pour stopper tout le long d'un match. Sur des séquences, évidemment, mais tout le long du match, on ne stoppera pas Laval. Donc, on va miser sur notre force, c'est-à-dire prendre le ballon puis essayer de marquer le plus de points possible. Ça n'a pas fonctionné, mais ça a donné un match. Puis, à un moment donné, tu veux gagner dans des moments importants, mise sur tes forces, puis chapeau au groupe d'entraîneurs de Concordia d'avoir amené ça, de dire on va jouer sur nos forces, on ne va pas essayer de faire comme si on allait arrêter Laval
avec notre défensive. Ils l'ont essayé pendant la saison, ça n'a pas fonctionné. Là, au moins, ils ont essayé quelque chose. Définitivement. Puis, comme tu l'as dit, avec les interceptions d'Olivier Roy, honnêtement, oui, ça a eu un impact. Un revirement lancé par un carrière, c'est toujours un impact négatif. Mais honnêtement, je préfère qu'il ait pris ces tentatives-là, qu'il s'est mis dans des situations, comme tu as dit, avec beaucoup d'agressivité, qu'il prenne une chance plutôt qu'il soit plutôt conservateur et qu'il essaie de garder le ballon, puis au final, ça devient un sac ou ça devient à la place d'une interception, ça devient un pick six. Je préfère qu'il ait pris justement ces chances-là, puis au final, comme tu l'as dit, chapeau au travail des entraîneurs de Concordia pour ce match-ci, puis pour l'ensemble de la saison. Exact. Oui. On s'attendait peut-être à plus de Concordia cette année, mais à la fin, je trouve qu'à un moment clé, la demi-finale, on a vu une belle équipe de Concordia capable de nous donner des belles choses. Oui, il y a des améliorations à faire, il y a des choses à aller chercher, mais ça reste une belle équipe de football avec un noyau qui va être de retour. Il y a un gars que j'ai beaucoup aimé cette année, Santino Sparagna, qui va prendre la place de Jacob Salvaille. Lui, je pense, à mon avis, je peux me tromper, il me semble que c'est sa dernière saison. Donc, tu sais, il y a des belles choses. Concordia demeure, à mon avis, une équipe qui est en train de monter. Un bon recrutement, peut-être au niveau de la ligne défensive des secondaires, essayer de grossir de ce côté-là. Les gars ont du talent, ceux qui sont là. Il faut peut-être grossir notre ligne défensive pour être capable de contrer l'attaque, mais l'attaque au sol des autres équipes. Mais on aura le temps d'en reparler de tout ce volet-là. On va aller à l'autre match, l'autre demi-finale. Et celle-là, moi, j'avais osé prédire une possible surprise avec Sherbrooke contre Montréal. C'est pas arrivé. Montréal a gagné, tant mieux pour eux. Je suis bien content. Ceci dit, ça faisait pas de moi quelqu'un qui prenait pour une équipe plus que l'autre. C'est juste que je pensais qu'il y avait une chance de surprise. Puis on n'est pas passé si loin avec un 23-15. Ça a joué jusqu'à la fin. Toi, tu étais sur place. Donc, qu'en as-tu pensé? Moi, honnêtement, pour avoir été sur place dès le départ, les Carabins se sont affirmés. La première séquence offensive, ils ont marqué un toucher. Ils ont vraiment essayé de prendre avantage, de mettre surtout Hassan Dosso en confiance, lui donner le ballon, lui donner des opportunités de créer. Puis avec Jonathan Sénécal, ils ont vraiment utilisé à son maximum ses talents athlétiques. Ils l'ont fait courir pas mal. Ils ont eu beaucoup de premiers essais dès le début du match pour vraiment rester en bon rythme. Puis ensuite, ils ont pris un avantage de, si je me souviens bien, 20-7 à la première demi. Puis ensuite, je pense que qu'est-ce qui est arrivé, c'est les pénalités du côté des Carabins. Beaucoup de pénalités accumulées en offensive, beaucoup de pénalités accumulées en défensive. Puis au final, ça a gardé Sherbrooke dans le match. Sherbrooke a continué de faire ses affaires. Ils ont montré encore une fois à quel point c'est une équipe résiliente. Jusqu'à la fin du match, ils se sont mis en bonne position. Puis de leur côté, William Marchand, qui a connu un très beau match de football, qui a très bien performé. Ils sont restés dans le match, Sherbrooke. Puis à la fin, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que honnêtement, c'était un match honnêtement, pour avoir été sur place, j'ai senti beaucoup d'émotions des deux côtés. C'était un match de football très physique. Et à la fin, la séquence finale du match est vraiment fascinante. Il y a beaucoup de pénalités. À la fin du match, il y a comme un arrêt. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a comme une décision du côté de Sherbrooke de y aller pour. Il y a aussi un fumble, si je me souviens bien, que finalement, c'était pas un fumble. Il y a eu beaucoup de trucs dans le match qui étaient un peu flous. Puis, au final, pour moi, c'était une partie serrée où deux équipes qui étaient vraiment, les deux, ils étaient familiers. C'était le troisième affrontement. Puis au final, je pense que c'est l'équipe qui était un peu plus talentueuse qui a pris le dessus. Mais au final, Sherbrooke, ils ont montré des belles affaires. Puis ils ont montré encore une fois de leur résilience, comme ils l'ont montré tout au cours de la saison. Bien, exact. Puis je pense, tu as parlé des punitions. Je pense que coach Marco Iadeluca a voulu essayer de se contenir parce qu'il n'était vraiment pas content de cet aspect-là au niveau de l'arbitrage. Mais bon, à la fin, l'arbitrage est tel qu'il est, puis il faut faire avec. Il faut évidemment penser au fait qu'il n'y a pas de reprise vidéo possible. Donc, ça change beaucoup de choses. Malgré tout, bon, à un moment donné, il y a des décisions d'arbitre qui se prennent, puis il y a des choses, ça a l'impact que ça a sur le match.
Mais ça reste que, encore une fois, comme à chaque match entre Sherbrooke et Montréal, Montréal a le net avantage au niveau des statistiques quand on regarde ça, mais on se trouve à avoir un pointage serré. Et moi, ce qui m'a impressionné, par contre, dans ce match-là, puis je vais le mentionner là, c'est que enfin, on a vu Bertrand Beaulieu courir des grosses courses. On n'a presque pas vu ça cette année. Bertrand Beaulieu, 85 verges, 10 courses, mais surtout régulièrement des courses de 9, 10 verges en premier essai. Et ça change tout. Ça ouvre le livre de jeu, ça permet des choses. Tu as mentionné Hassan Dosso, mais tu sais, Hassan Dosso était là, mais Carl Chabot aussi, il n'était pas là au dernier match, rappelons-le. Fait que tu sais, c'est savoir que Sénécal a une équipe capable de courir, parce que Bertrand Beaulieu, quand il arrive à prendre son élan, ça reste un mastodonte à arrêter, c'est pas simple. Si Hassan Dosso et Carl Chabot sont en forme, c'est Jonathan Sénécal a tout ce qu'il lui faut pour découper des défensives. Fait que là, c'est intéressant de voir ça. Maintenant, vont-ils être capables d'être assez disciplinés contre Laval? Parce que Laval, ça finira pas 25 ou combien ça finit, excuse-moi, 23-15. Ça finira pas 23-15 contre Laval à l'avantage de Montréal s'ils sont aussi indisciplinés. Ça, c'est sûr et certain. Puis, c'est la chose sur laquelle ils vont devoir travailler. Je suis d'accord avec toi. Je pense que pour avoir parlé à coach Marco, je pense que c'était. Ben, en fait, pour avoir parlé à plusieurs coachs, j'ai parlé aussi à Gab Cousineau. C'était pas mal le point qui revenait souvent. C'est éviter de se mettre dans des situations comme ça, éviter de nous-mêmes faire ce genre d'erreur. Puis je pense qu'au final, en ce qui concerne l'affrontement contre le Rouge et Or, je pense que pour eux, c'est le genre de match de football qu'ils veulent, dans le sens que la défensive, encore une fois, des Carabins ont extrêmement joué. Ils ont tenu 2 sacs contre le Sherbrooke. Des très beaux plaqués. J'ai parlé aussi à Harold Mieson du côté des Carabins. Il y a eu un très beau match de football avec des plaqués vraiment impressionnants pour l'avoir vu en personne. Encore une fois, Philippe Lemieux Cardinal, vraiment impressionnant aussi dans le jeu pour stopper le jeu à la course adverse. Fait pour moi, en ce qui concerne l'affrontement contre le Rouge et Or, ils vont vouloir garder ça à peu près une vingtaine de points, si ce n'est pas en bas, pour se donner une chance. Puis du côté de leur offensive, à cause du retour de Dosso, comme tu l'as dit avec Bertrand Beaulieu, qui a repris un peu du rythme à la course, je pense que là, ils sont le plus en santé possible. Puis je pense qu'ils ont confiance en leur capacité à égaliser puis rivaliser avec l'offensive du Rouge et Or. Fait que pour moi, c'est comme ça que je le vois. Oui. Avec l'ensemble de leurs talents. Puis, oui, Bertrand Beaulieu, il avait couru, mais il y avait aussi une ligne offensive qui a aussi bien joué. Puis je pense que ça aussi, c'est un aspect positif de leur côté. Donc, j'ai aimé ça d'ailleurs, la ligne offensive, je ne sais pas si tu avais remarqué, mais au centre, on a amené une modification. Le joueur de centre, c'était la recrue Adam Lachance, un gars de 400 livres, on en a parlé. Il s'amenait dans des situations de jeu de course, mais là, on en a fait notre centre pour ce match-là. Je pense qu'on voulait s'assurer de vraiment empêcher la pression venant du centre le plus possible. Puis avec un Adam Lachance, ben, tu ne le tasseras pas comme tu veux, tu ne le mettras pas sur son dos. Donc, tu ancrais ce niveau-là. Là. Fait que ça permettait probablement à la pochette, justement, d'avoir un peu plus de stabilité avec lui. Maintenant, ça reste une position clé, là, une position de joueur de centre, avoir une recrue là, qui lui-même ne jouait pas centre quand il était au niveau collégial. En tout cas, il a peut-être joué centre un peu, là, je ne veux pas me tromper non plus, mais je sais quand il était repêché, il était recruté, ça, c'était un élément qui était intéressant, qui va être intéressant à voir parce qu'évidemment, le centre de la ligne défensive du Rouge et Or, ça reste avec un Jean-William Rouleau. C'est une clé importante pour gagner. Mais avant d'aller à Rouge et Or, juste compléter sur Sherbrooke. Oui. Sherbrooke et surtout Mathieu Lecomte à la fin du match qui est allé dire on a démontré qu'on est capable d'être au même niveau que des équipes comme Montréal cette année, aux joueurs de prendre le risque de vouloir venir chez nous, puis d'avoir l'audace, en fait, il n'a pas utilisé le risque, mais d'avoir l'audace de venir chez nous, puis de faire partie de ça. Je trouve que c'est important, c'est un statement important. Pas que je dis au monde d'aller à Sherbrooke, faites bien le choix que vous voulez, là, ça ne m'appartient pas.
Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de fausses impressions que parce que tu t'en vas nécessairement jouer à Montréal ou Laval que la clé est absolument là. Non, un très, très bon joueur. Il va probablement avoir un peu plus de chances de jouer s'il est à Sherbrooke. Puis il va être aussi bien coaché que n'importe où ailleurs. La preuve, c'est qu'on l'a vu cette année. Les coachs ont fait de l'excellent travail, ont pris des très, très bons joueurs qui n'étaient pas nécessairement ce qu'on appelle des blue chips au départ, mais ils les ont pris, ils les ont mis sur le terrain, puis on a vu que quand on a du talent sur le terrain, bien coaché, on est capable de rivaliser avec les meilleurs. Sherbrooke l'a fait cette année, c'était excellent de leur côté. Fait que je voulais juste leur lever mon chapeau de ce côté-là avant qu'on continue sur Rouge et Or Montréal, un affrontement, bon, 9e fois de suite qu'on va les voir un contre l'autre, mais chaque année c'est nouveau, avec des nouvelles données, des nouveaux facteurs qui entrent en ligne de compte. J'ai bien aimé le fait que tu dises, OK, l'attaque est égale, là, ou en tout cas, donne l'impression qu'elle va jouer à armes égales. Ça dépend si la course est capable de faire ce qu'elle a fait contre Sherbrooke. Si on est capable d'établir un semblant de jeu de course, un minimum, je ne dis pas un semblant, là, c'est mal dit, mais un minimum de jeu de course contre Laval, je pense qu'effectivement, on peut avoir un beau match. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que les enjeux de ce match-ci vont beaucoup plus ressembler à ce qu'on a vu le premier match de cette saison, où là, je pense que le point d'emphase, c'était vraiment est-ce que l'équipe, les DBs, les demi-défensifs des deux côtés, comment ils vont répondre aux attaques des carrières adverses. Pour moi, c'est vraiment ça qui va faire la différence. C'est comment Kellen Saisir du côté des Carabins, puis comment, par exemple, un Maxime Lavallée du côté du Rouge et Or, comment ces gars-là vont réagir dans ces situations-là. Parce que ces deux attaques que, comme je l'ai dit, dans l'état actuel des choses, dans les circonstances, pour moi, c'est des attaques qui se rivalisent. C'est sûr que là, du côté du Rouge et Or, on a un Kevin Mittal qui est vraisemblablement un candidat pour joueur par excellence. Fait que, mais de façon globale, pour moi, il n'y a pas nécessairement un gros écart. Aussi, comme tu l'as mentionné, du côté des Carabins, ça va être le jeu au sol. Est-ce qu'on peut avoir un rythme? Est-ce qu'on peut établir des choses qui vont nous permettre de ralentir le jeu, puis d'empêcher l'offensive du Rouge et Or d'avoir des opportunités tout au long du match? D'un point de vue défensif, pour moi, les Carabins, ils ont exactement, tout au long de la saison, ils ont montré que leur groupe défensif, à tous les niveaux, était dominant. Fait que pour moi, c'est clair qu'ils n'ont pas nécessairement ils n'ont pas à s'inquiéter. Je pense qu'ils sont très confiants de leur manière de fonctionner puis de comment ils vont s'ajuster. Au premier match, ils avaient réussi à bien contenir Mittal puis avoir un plan concret pour essayer de le limiter. Au deuxième, ça n'a pas nécessairement fonctionné. Fait que la question, ça va être comment on va s'ajuster, comment on va essayer de limiter Mittal, puis comment on va essayer de mettre de la pression, surtout à Arnaud Desjardins. Est-ce qu'on est capable de le mettre dans une zone d'inconfort? C'est les rares fois où on a vu Desjardins, entre guillemets, moins bien performer, c'est les fois où on a réussi à le forcer à prendre des décisions en dehors de sa zone de confort, où il était sous pression, sous beaucoup de pression, puis qu'on le forçait à sortir de la paquette. Si on le laisse dans la pochette, puis qu'on laisse juste prendre les décisions, capitaliser sur ces opportunités, puis laisser le reste des receveurs du Rouge et Or faire des longs jeux, des longs tracés, puis laisser ça se développer, c'est sûr que ça rend les choses plus difficiles. Par contre, si on met de la pression dès le début du match, puis qu'on l'empêche d'être confortable, qu'on crée du stress, c'est là qu'on se donne une chance. Fait que pour moi, c'est comme ça que je le vois du côté des Carabins, puis du côté du Rouge et Or, c'est honnêtement, après tout ce qu'ils ont accompli depuis le début de la saison, je pense qu'ils sont très confiants. Aussi, de leur côté, je pense que établir le jeu au sol, ça va être un aspect qui va pouvoir les aider parce que ils ont beaucoup d'armes au jeu au sol, ils ont beaucoup de diversité. C'est un aspect qui va encore plus rendre les choses faciles du côté de leur jeu aérien. Puis, du côté de leur défense, j'avais mentionné le travail avec leur niveau, les demi-défensifs, les linebackers, mais je pense aussi que leur ligne défensive, eux aussi, je pense que ça va être une opportunité pour eux de mettre de la pression sur Sénécal. Est-ce qu'on est capable de le forcer justement, parce que Sénécal, il a montré, encore une fois, justement dans le match contre Sherbrooke, il a montré qu'il était capable de sortir, qu'à prendre des gains en courant. Est-ce que, à l'inverse de Desjardins, est-ce qu'on est capable de le forcer à vraiment le contenir, l'empêcher d'être mobile, l'empêcher de courir?
et de le forcer à. Pas que c'est un mauvais passeur, au contraire, c'est un excellent passeur. Mais est-ce qu'on peut lui mettre de la pression d'une manière à le contenir, puis un peu le menotter d'une certaine façon dans la pochette? Fait que c'est comme ça que je le vois. C'est des très bons points parce que tu le dis, il est capable là, de prendre ses décisions rapidement et tout, mais veut pas, plus tu l'obliges à prendre ses décisions rapidement, moins ces receveurs ont le temps de compléter leur tracé. Il y a un paquet de raisons qui font en sorte que si le jeu est obligé de se déployer beaucoup plus rapidement, bien, le risque d'erreur devient plus élevé. Dans ce cas-ci, c'est ça. Parce que Sénécal, une de ses forces, c'est justement d'étirer le jeu parce qu'il est très rapide, très mobile. Puis Desjardins, c'est peut-être un peu moins sa force. Ce qui me fait dire dans tout ça, parce que là, on a 2 bonnes lignes défensives. On a 2 bons groupes de secondaires. On a 2 bons groupes de receveurs. On a clairement 2 bons corps arrière. On a des très grosses forces. Ça va, à mon avis, quand je regarde tout ça puis je t'écoute, ça va se jouer sur la capacité des 2 lignes offensives de gagner leur bataille. Et cette année, la ligne offensive de Laval a démontré avec plus de constance sa capacité à gagner ses batailles que celle de Montréal. Celle de Montréal, il y a beaucoup de jeunesse là-dedans, on a changé des choses. J'ai parlé d'Adam Lachance tantôt qui est arrivé. Bien, il y a eu du mouvement sur cette ligne offensive-là. Est-ce que cette ligne offensive-là, très talentueuse de Montréal, ce n'est pas des moins bons joueurs, c'est juste une question de structurer puis faire prendre la sauce comme il faut. Est-ce que cette ligne offensive-là est capable de faire du dommage contre la ligne défensive de Laval pour créer de la course et évidemment protéger Sénécal, faire en sorte qu'on justement on le confine pas trop et qu'on soit capable de faire quelque chose? D'après moi, ça va être un élément clé. Donc, ça va être à surveiller la semaine prochaine, samedi à 2h, à surveiller la Dunsmore pour la 9e fois de suite entre Montréal et Laval. Donc, les paris sont ouverts, amusez-vous. Exactement. Moi, je pense qu'au final, le Rouge et Or, pour moi, sont les favoris. Mais je pense que, encore une fois, les Caramels, tout au long de la saison, oui, la fin de saison, je ne pense pas qu'ils ont eu la fin de saison qu'ils auraient voulu, mais ça, c'était en grande partie, je pense, à cause de blessures. Ce n'est pas des excuses, mais je pense que la réalité, c'est qu'ils n'avaient pas toutes leurs armes, puis que ça les a fait sortir de leur rythme, puis sur la lancée sur laquelle ils étaient tout au long de la saison. Mais à présent que là, ils sont complets, honnêtement, ils ont des bonnes chances. S'ils peuvent garder le match proche, je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas remporter ce match-là. Ah, absolument. C'est vraiment... c'est pas une évidence. Je suis d'accord avec toi qu'il faut mettre, à cause de la dernière victoire, notamment entre les 2 équipes, la victoire du Rouge et Or, faut donner l'avantage au Rouge et Or. Là, si on était des preneurs au livre, je pense qu'il faudrait mettre l'avantage au Rouge et Or. Ils jouent chez eux en plus. Mais il n'y a aucun doute pour moi qu'on arrive là à pratiquement 50-50. Les 2 équipes vont être prêtes à leur maximum. Exactement. Mais pour moi, je le vois comme 60% Rouge et Or, 40% Caramel. À voir. Ça va être à suivre. On regardera ça. Fait que je te remercie beaucoup, Jason. Bonne fin de semaine. Puis je te souhaite bonne chance aussi parce que tu es coach avec l'équipe de Hunsick. Gros défi contre Jonquière fin de semaine prochaine en collégial Détroit. On va en parler avec Chris d'ailleurs tantôt. Merci beaucoup. Salut. Salut. Les éliminatoires du football collégial sont en cours, en route vers le bol d'or, Division 1, Division 2, Division 3. Ça a commencé en fin de semaine, première ronde des éliminatoires. D'abord et avant tout, salut Chris, il faut que je te salue quand même. On est excité, on va aller straight to the point, on est excité, on va aller straight to the point. Il y a trop de choses à se raconter, il faudrait tout de suite y aller. Est-ce que ça va bien? Ça va bien, merci, et toi, Phil? Yes. T'es allé sur place voir un match, donc on va commencer par celui-là. Division 1, la surprise de la fin de semaine. Pourquoi? Parce qu'on avait Vieux-Montréal qui était classé 2, Garneau classé 7. Puis si c'est une surprise, j'aurais compris que Garneau a gagné 31-19. Tu étais sur place, raconte qu'est-ce qui s'est passé, Chris. Wow. C'était tout un match, si je peux dire ça comme ça. Comme tu l'as dit, le Vieux-Montréal qui était classé 2e.
sur papier, c'est une équipe qui était censée gagner ce match-là, mais on sait que, comme j'avais dit en playoff, des choses peuvent arriver. Puis Garneau, justement, saisit les opportunités quand ils ont pu la saisir, justement, surtout du niveau de l'offense. Puis je sais que dans le dernier podcast, dernier épisode, on mettait l'emphase que Garneau devait justement faire des jeux en offense parce que, tu sais, on va en moyenne 17 points par match durant la saison régulière. Puis en playoff, c'était beau à voir. Ils ont connu un début de match quand même assez, je dirais pas difficile, mais il y a eu des stops du côté du Montréal. Il y a eu un turnover, une interception qui s'est faite dès la première série, mais le Garneau sont quand même restés dans le match. Puis la défense de Garneau, on savait que c'est une défense qui était quand même assez solide. Puis ils ont mis beaucoup de pression au Vieux-Montréal offense, Vieux-Montréal Five, qui devait à chaque fois sortir de sa pochette, essayer de créer des jeux. Du côté de la défense de Garneau, ils ont très bien fait les jeux, puis c'est ça qui a donné, je pense, ce petit boost d'énergie à l'offense, qui ont pu justement, quand l'opportunité est apparue, ont pu la saisir, autant au niveau de la passe, autant au niveau de la course. Ils ont contrôlé la game de A à Z, si je peux dire ça comme ça. Sur chapeau à Garneau. Du côté de Vieux-Montréal, c'est sûr que ça fait mal. Terminer la saison de cette façon-là en quart de finale avec une équipe qui était quand même assez solide, autant en offense qu'en defense. Mais c'est les choses qui arrivent en playoff. Comme on l'a dit, il faut que tu viennes avec l'énergie, il faut que tu sois prêt autant physiquement que mentalement. Puis Garneau, là-dessus, je pense qu'ils ont pu cocher toutes les cases. C'est ça qui a fait en sorte qu'ils ont pu sortir avec la victoire. Pour moi, c'est un gros upset là, du côté de Garneau. Un gros upset du côté du Vieux-Montréal, puis une grosse victoire du côté de Garneau sur chapeau à Garneau. Puis je sais pas pourquoi ils m'ont donné, je les ai vus jouer, puis on dirait qu'ils me donnent I don't know, parce que là, ils jouent contre le Limoilou, je sais qu'on n'est pas encore rendu là, mais tu sais, ils vont jouer contre Limoilou, qui est une équipe que je pense sont assez solides, Limoilou, mais avec qu'est-ce que j'ai vu de Garneau, c'est une équipe qui a pas l'air d'avoir personne. Je pense que c'est la bonne énergie à avoir durant les playoffs. Ça va être une game intéressante contre Limoilou. Ah, absolument, mais comme tu dis, on va y arriver à ça, mais c'est le meilleur match de Garneau cette année. C'est pas compliqué. Tout fonctionnait. Tu en as parlé. Il marquait 17 points par match, mais à part contre les équipes éliminées, là, contre les 3 autres équipes éliminées, il avait marqué des points, mais contre toutes les autres, en moyenne, c'était 17 points par match. Mm-hmm. Il en marque 31, et pas contre n'importe qui, tu sais, Vieux-Montréal, mais l'affaire, c'est que Vieux-Montréal, cette année, toute l'année, ils ont eu beaucoup de blessures, hein, on se rappelle, on en a parlé beaucoup, mais ils ont gagné leur match. Je me demande, puis tu sais, je veux pas, c'est facile de jouer au Monday Morning Quarterback, là, mais je me demande si toute la saison, ils ne se sont pas dit « Ah, c'est correct, c'est parce qu'on a des blessés. C'est correct, c'est parce qu'on a des blessés. » C'est pour ça qu'ils ne dominaient pas plus leur match. Et peut-être qu'une fois rendus à ce match-là, ils se sont dit « Non, une fois, on a tous nos gars, on est correct. » Puis est-ce qu'ils ont été capables de matcher l'énergie, mais de manière constante de Garneau? Tu l'as dit, ils sont partis comme il faut, là, Vieux-Montréal. C'est pas parce qu'ils sont partis flat, ils sont partis comme il faut. Mais ils se sont peut-être rendus compte que, attends, Garneau nous match, là. Puis là, à un moment donné, ça te joue dans la tête. C'est ça aussi la réalité. C'est quand tu joues contre une bonne équipe, puis Garneau, c'est une bonne équipe qui n'arrivait pas à marquer beaucoup de points. Mais c'était une équipe quand même avec des bons joueurs. Noah Terrell-La Rochelle, le porteur de ballon, c'est un bon porteur de ballon. Il n'a pas ramassé énormément de verges nécessairement. Il en a ramassé sa part de cette saison, comprenez-moi bien, mais 171 verges. 171 verges dans le match. Samuel Tremblay, le carrière, c'est le carrière qui a lancé le plus de ballons cette année. Fait que, on s'attendait à ce qu'il en lance. Il en a quand même lancé 28, mais il finit avec 255 verges, qui est excellent. Mais comme je dis, le 171 verges, 2 touchés de Noah Terrell-La Rochelle, c'est ça le game changer dans l'histoire. Puis au bout du compte, tu donnes quoi? Puis en fait, tu fais presque 500 verges d'attaque pour Garneau, une équipe. On se demandait si l'attaque était là. Puis de l'autre côté, il accorde moins de 300 verges à Vieux-Montréal, qui est supposé avoir un gros jeu de ligne, un jeu au sol. Tu n'as pas été capable de le faire fonctionner comme il voulait. Oui, tu as parlé de Jérémy Fife, là, qui est obligé de courir. Il ramasse 65 verges parce qu'il est obligé de courir. La réalité, c'est qu'Anthony Adams et Xavier Dupont, ensemble, courent 20 fois 82 verges ensemble. Fait que c'est pas la production qu'on était habitué de voir. On aurait normalement le plan de match pour Vieux-Montréal, c'est assurément de courir plus que ça, garder le contrôle du ballon. C'était du football de rattrapage.
Il était rendu à faire du football de rattrapage, justement. C'est ça qui arrive quand tu es en playoff puis tu tires de l'arrière. Là, tu dois sortir un peu de ton game plan. Tu restes quand même dans ton game plan, mais là, tu es obligé de. Exemple, peut-être leur game plan, c'était de courir un peu plus avec le ballon, mais étant donné qu'ils étaient tirés de l'arrière, il fallait qu'ils changent un peu plus, forcer des jeux de passe aussi. Puis Garneau le savait. Défensivement, ils étaient préparés aussi. Puis on parlait aussi de l'offense de Garneau. Juste donner un gros shout-out aussi à Caleb Tremblay qui a connu une grosse game aussi, oui. Receveur de passe là-bas aussi. Ouais, 2 touchés, puis c'est des beaux touchés là, qu'il a fait et tout. Puis c'était beau à voir. Garneau, je pense qu'il était préparé physiquement, mentalement, plan de match et tout. Puis je pense que le Vieux-Montréal ont été peut-être surpris du fait que Garneau restait dans le match. C'est après, comme je disais, après le début de match qu'on a connu. Moi, dans ma tête, j'étais... on dirait que le Vieux-Montréal va... They're just gonna take this game. Mais Garneau sont restés là sur le chapeau à eux. Puis là, c'est le prochain test qui va être encore aussi gros. Contre Limoilou la semaine prochaine à Limoilou. So, ça va être le fun à voir qu'est-ce que ça va donner là, avec le game qu'ils ont contre Montréal. Absolument. Une belle bataille de Québec. Les 2 autres matchs, avant d'en arriver aux demi-finales, Champlain-Lennoxville qui bat Grasset, mais 28-20. Pas une démonstration de puissance de Lennoxville, mais juste un bon vieux match à la Lennox d'éliminatoire. Puis je pense qu'à quelque part, parce que Grasset n'a peut-être pas eu la saison en termes de résultats et de victoire-défaite, quelque chose d'extraordinaire, mais ça restait une attaque extrêmement solide, surtout par la voie des airs. D'ailleurs, regarde, Simon Larose, qui a été le meilleur receveur de passe en termes de production cette année, 160 verges. Donc, tu sais, à quelque part, il y a des bonnes choses qui se sont passées du côté de Grasset. Malheureusement, au deuxième quart, ils ont perdu leur porteur de ballon, Manoli Dimopoulos. Ça a peut-être fait mal un peu, même si Kevin Spall est un bon porteur de ballon. Je sais que Dimopoulos était peut-être le gars qui était le plus en forme, là, qui était le plus sharp en fin de saison. Fait que ça a peut-être joué. De l'autre côté, ben, regarde, Jerry Momo, 19 courses, 135 verges. Zachary Bouchard, 51 verges, mais un touché. Fait que, encore une fois, tu donnes presque 200 verges au sol. C'est du Lennox. Il n'y a pas beaucoup d'autres façons d'analyser ça. Puis, en plus, ils réussissent 2 interceptions, ce que le corps arrière de Lennoxville, il n'a pas subi d'interception. Fait que ça aussi, ça vient jouer un peu quand même. Fait qu'un 28-20, c'était serré quand même. Mais la logique est... Yes. Mais en plus, on l'avait dit aussi la semaine dernière, on a dit que Grasset, oui, on donnait l'avantage à Lennox, mais Grasset, offensivement, comme tu l'as dit, au niveau de la passe, c'était très, très, très menaçant et tout, ce qu'ils ont pu prouver. Puis c'est sûr qu'avec la blessure de leur running back et tout, c'est sûr que ça n'a peut-être pas aidé. Surtout si, exemple, on le dit en playoff, tu as besoin d'avoir un jeu de course aussi. Tu peux avoir un running back qui est quand même assez important pour ton offense. C'est sûr que ça fait mal, mais chapeau à eux. Moi, je pense que ça a été une bonne game, 28-20. Ça le dit, le score est quand même assez serré. Mais en playoff, à la fin de la journée, que je gagne par 1 point, 10 points, ça reste une victoire. Mais je pense que Grasset peuvent sortir de là la tête haute. Là, parce que ils ont quand même eu une fin de saison quand même assez difficile avec ceux qui avaient beaucoup de blessés et tout. Puis c'était un peu de ce côté-là, mais terminer la saison en quart de finale 28-20 contre les Knoxville, même s'ils ont perdu, moi, je pense qu'ils peuvent sortir de là la tête haute. Là. Absolument, ça va être une belle équipe à voir l'an prochain. Beaucoup de jeunes joueurs à Grasset. Ça va être très intéressant de les voir l'an prochain, absolument. Notre-Dame, Vanier, c'est MDF qui avait fini la saison en feu. D'ailleurs, avait battu à leur dernier match Vanier 43-15. Là, reçoivent Vanier. Je l'avais vu venir. C'est malheureux pour Pete Chrysomalis qui finit sa carrière de coach à Vanier comme ça. Mais bon, regarde, à part s'il avait gagné le bol d'or, il aurait fallu qu'il finisse avec une défaite, malheureusement pour lui. Mais la logique, encore une fois, Notre-Dame, 31-17 qui l'emporte. Puis, tu sais, Rémi Nadeau, il a été solide toute la saison. Il est allé chercher 85 verges. Alexis Delisle, le corps arrière. À chaque match, il s'est amélioré depuis qu'il est rentré, qu'il a pris le poste de partant. Donc, Alexis Delisle, 305 verges qui s'en va chercher dans ce match-là, un touché. Je pense qu'essentiellement, ça a été une job tout simplement méthodique de CNDF. Boum, boum, boum. Je pense que Vanier n'arrivait pas à égaler ce niveau de production-là. CNDF était le plus fort, encore une fois. Yes. Puis comme, tu sais, CNDF, ils ont une bonne fin de saison, là. Puis je pense que ils utilisent cette énergie-là justement pour leur approche en playoff et tout. Puis
sais, contre Vanier, on savait que Vanier, c'est une équipe qui a des hauts et des bas, mais Notre-Dame sont venus, ils ont gardé le même type d'énergie qu'avec lequel ils ont fini la saison et l'ont emporté pour la première game des playoffs, avec un beau score de 31-17. Puis ça va être intéressant de le voir contre les Knoxville. Je sais que les Knoxville, c'est quand même une grosse équipe, mais je pense qu'avec le fin de saison de Notre-Dame, que, oui, ils gagnent des games, mais des fois, les games, c'est quand même assez serré. Alors, ça va être intéressant de voir l'approche que les deux équipes vont avoir durant la game. Mais moi, cette game-là là, contre les Knox, pour moi, c'est pas un clear là, comme cette équipe-là, c'est sûr qu'il va gagner parce que Notre-Dame, pour de vrai, m'ont beaucoup surpris là, avec leur fin de saison, puis avec leur énergie et tout, que j'avais vu qu'on avait joué contre le Vieux-Montréal, qu'on était présent durant le match aussi. C'est une équipe que pour moi, c'est une équipe à regarder. Je ne serais pas surpris que cette équipe-là se rende au bol d'or en finale puis qu'ils gagnent contre les Knoxville. Je ne serais pas surpris, zéro. Ah non, moi non plus, je ne serais pas surpris. Je pense que les Knoxville a tous les outils pour gagner ce match-là. Au sens où les Knoxville, ce n'est pas vraiment une équipe qui a des faiblesses. Ils ont des bons joueurs à toutes les positions, sont capables de faire les bonnes choses. Sauf que j'ai l'impression que les Knoxville, même si très bonne performance cette année et tout, j'ai l'impression que dans les matchs, ils sont capables d'être très, très, très dominants, mais qu'à l'intérieur des matchs, ils ont des baisses, on dirait. Et puis, c'est peut-être là qu'une équipe comme Notre-Dame, qui, on dirait, arrive là avec un rythme dur à soutenir. Peut-être que Notre-Dame peut profiter de ces trous-là, puis se créer une avance, ou en tout cas, assurément tenir son bout contre les Knoxville. Fait que même si c'est Limoilou, les Knoxville, les deux favoris dans les deux demi-finales, Limoilou contre Garneau, je m'attends quand même à des matchs difficiles à âprement disputer. Ouais. Il va y avoir du jeu au sol, il va y avoir des bonnes choses, mais et Garneau et Notre-Dame sont aussi capables de lancer le ballon. Donc, non, autant depuis le début de l'année, on a vu Limoilou et les Knoxville être dans le top, puis que Garneau et Notre-Dame peut-être arrivent un peu comme des outsiders, mais ils méritent amplement leur place là. Et puis, c'est loin d'être de la tarte pour Limoilou et les Knoxville d'aller gagner les matchs malgré qu'ils sont favoris. Exactement. C'est sûr que les Limoilou et les Knox vont pas venir en mode it's gonna be barbecue chicken, they're gonna have to play football. Puis surtout pour Limoilou, parce que pour moi les Knox et Notre-Dame, c'est quand même. Je pense pas que les Knox vont venir en mode on est meilleur qu'eux, mais Limoilou, c'est sûr qu'avec les résultats qu'ils ont donnés tout au long de l'année, c'est sûr que tu viens avec un gros avantage, mais Garneau l'a prouvé contre le Vieux-Montréal que on peut pas les prendre à la légère et tout. Non, mais offensivement, il faut juste qu'ils soient. Moi, je pense qu'il devrait avoir la même approche. Peu importe qu'est-ce qui se passe, même si, exemple, turnover, peu importe les turnovers qui va se passer si ça arrive, il faut juste qu'il garde la tête haute puis qu'il continue à avancer parce que you never know, le next play peut être le justement qui va faire la différence. S'ils sont capables de garder la même énergie, la même approche qu'ils ont eu les derniers matchs, ça va être des matchs intéressants là, pour la Division 1 là, cette semaine, ce week-end. Là. J'ai hâte de voir ça. Là. Aucun doute. Deux très, très, très bons matchs. Puis, pour le plaisir de la chose, je ne ferai pas de prédiction parce que j'ai entendu dire que le coach de Vanier, Pete Rissomalis, a affiché à la porte du vestiaire le texte que j'ai écrit où est-ce que j'avais fait une prédiction comme quoi CNDF allait gagner. Il voulait motiver ses gars en leur montrant « Non, on ne va pas perdre ce match-là. Regardez ce qu'ils ont osé écrire. » Fait qu'il a essayé de motiver son monde en utilisant mon texte. Donc, je vais pas faire de... mais moi, je pense que c'est une bonne chose à la fin de la journée. Oui, c'est en fait, moi, je pense que ça show son respect. Parce que ça vient de prouver que ton opinion a la valeur, ton opinion peut justement affecter des gens dans le bon sens. Là. On sait qu'il n'y a pas de peine ou whatever. Ça fait partie de la game, les prédictions. Mais moi, je pense que utiliser justement te quote pour justement motiver son équipe, je pense que ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup. Moi, je pense que c'est un signe de respect, si je peux dire ça comme. Moi, je pense que c'est un gros signe de respect parce que tout le monde parle, tout le monde a ses prédictions, mais si on a pris ta quote, on l'a mis dans le vestiaire, moi, je pense que c'est un gros signe de respect. Puis moi, je donnerai pas de prédiction. La raison, c'est pas parce que, ma raison, c'est parce que les deux games, pour de vrai, avec qu'est-ce que j'ai vu au premier round, on dirait que I don't know. Tu comprends? Mais ça va être une bonne game. Tout ce que je peux dire, c'est que ça va être une bonne game. Mais la prédiction, je la donnerai pas parce que, j'ai peur qu'une autre équipe m'aille ou whatever. Aucun aurait rien à voir avec ça. C'est juste que c'est tellement du beau football que j'ai vu la semaine dernière que maintenant, je ne sais plus vraiment qu'est-ce qui va se passer. C'est vraiment une surprise. Puis justement, c'est ça que j'avais demandé en début de playoff. J'avais envie d'avoir du bon football. Puis c'est ça que les jeunes et les coachs nous donnent. On est vraiment contents sur là-dessus. I'm gonna leave it at that. Je vais juste donner un gros shout-out aux équipes de nous donner un autre show pour ce week-end. Excellent. Des deux. John Abbott, Trois-Rivières. Victoire de 32-13 de John Abbott.
même quand on en parlait avant, on ne voyait pas vraiment de grosses options pour Trois-Rivières. Mais il faut lever notre chapeau à un gars comme William Lacombe. Le porteur de ballon, William Lacombe, finit avec 174 verges, 2 touchés. Regarde, il a fait une grosse job. Le problème, c'est qu'au niveau du jeu de passe, on tente 18 passes, on en réussit 6, 3 interceptions. Fait que, quelque part, il faut que tu gardes le ballon. Oui, Lacombe, mais regarde, non, il n'a pas joué tout seul. Là. Il y avait ses défensives qui ont fait des trous, mais en termes de production, il a été le seul à offrir quelque chose qui avait un peu de valeur. Puis on va donner le crédit à John Abbott. John Abbott a fait sa job pour forcer Trois-Rivières dans des situations où est-ce que il devait essayer de lancer, il devait forcer des jeux, puis à un moment donné, il arrive ce qui arrive, puis on va donner à John Abbott ce qui leur revient. Une belle victoire pour eux. Exactement, belle victoire à eux, puis next game. Yes, Quincy Gill en passant 128 verges pour John Abbott. L'autre match que moi j'avais prédit une surprise, mais qui n'est pas arrivée, Sherbrooke qui gagne 20-10 contre Édouard, mais on a eu un match serré. J'ai bien aimé ce match-là. C'était même 13-10. Il a fallu que Sherbrooke marque en deuxième demi pour mettre ça 20-10. Du bas pointage, mais un beau match de football. J'ai apprécié regarder ce match-là. Faut dire que de mon côté, je ne déteste pas les matchs défensifs quand c'est bien fait. Quand c'est juste des jeux ratés parce qu'il est raté, ça c'est plate. Mais quand c'est bien joué défensivement, c'est agréable aussi à regarder. Puis, regarde, encore une fois, Sherbrooke a démontré que c'était une solide équipe défensive. On fait bien. Exactement. Mais chapeau Édouard, mon petit. Tu sais, on l'avait dit aussi, on a dit que c'était pas un score qui allait être un gros écart. On l'avait call et tout. Puis, tu sais, le 20-10, le score le dit. Puis, comme tu as dit, Sherbrooke a dû aller chercher un toucher en deuxième demi pour avoir un petit écart, si je peux dire, confortable pour gagner la game et tout. Mais c'est des games, une équipe comme Sherbrooke, comme je dis, je pense que, tu sais, c'est plus défensif, etc. et tout. Puis, Édouard, mon petit, chapeau à eux aussi, se sont présentés. Malgré la saison qu'ils ont eue avec les blessures, on le sait déjà et tout, sont présentés, ils nous ont donné quand même une game sur chapeau à eux. Mais Sherbrooke, comme on l'avait prédit, pas prédit, mais que sur papier, Sherbrooke était l'équipe, la meilleure équipe, puis ils l'ont prouvé durant la game en gagnant la game, puis on passe au prochain round. Exact, un match assez systématique. C'est pas beaucoup de verges nécessairement en termes de production par les airs, mais 11 en 16, fait que on fait notre travail pour l'interception, puis on ramasse à peu près 150, un petit peu plus que 150 verges au sol. Donc, bref, ils ont fait le travail, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, puis passent en deuxième ronde. D'ailleurs, John Abbott et Sherbrooke vont jouer un contre l'autre, on en parle tantôt. Avant, il faut parler du match de Valleyfield-Saint-Hyacinthe où on n'avait aucune idée qui allait gagner. C'était une histoire de 25 sous dans les airs, mais Valleyfield gagne 23-0 à Saint-Hyacinthe. Je ne sais pas si la mauvaise histoire qui s'est passée avec Valleyfield a fait que les gars ont décidé de se tenir plus ensemble, puis ils ont pris ça comme un moment pour dire, regarde, c'est us against the world à quelque part ou quelque chose comme ça. Puis ils sont allés chercher ce match-là, mais regarde, grosse victoire. Nassim Regragui, 138 verges au sol. Simon Boudreau, carrière, qui est aussi un gars qui court. 5 en 10 seulement pour les passes. Il a tenté 10 passes seulement, mais 8 courses, 85 verges. Donc, regarde, du bon travail du côté de Valleyfield, tout simplement. Puis en plus, défensivement, 3 interceptions qu'ils ont réussi à faire. Ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé du côté de Saint-Hyacinthe, mais Valleyfield, je pense que le message était clair. La dernière game de la saison qui avait terminé, je pense que c'était 13-13 au halftime. Je pense que puis avec tout le monde, justement, les prédictions de tout le monde le disaient aussi que ces deux équipes sont assez similaires au niveau du talent. Ça va être une game tight. Je pense que Valleyfield sont venus en mode envoyer un message que 23-0. Je pense que c'est clair, puis ça veut tout dire. C'est même pas un point en playoff. Je pense que Valleyfield sont venus pour jouer. Puis ça va être intéressant aussi de voir Valleyfield vont jouer contre Montmorency. Puis tu as dit que Valleyfield ont lancé seulement 10 fois le ballon? 5 fois? Ils ont réussi 5 en 10, effectivement. Donc, mais Boudreau, c'est un gars qui court bien. Fait que c'est Mais là, ça va être aussi à Valleyfield, justement, aussi d'améliorer leur passing game parce que je pense pas, moi, personnellement, je pense pas que Valleyfield vont seulement gagner en courant le ballon toute la game contre une équipe contre Montmorency. Parce que Montmorency, c'est une équipe qui est capable de mettre des points. Puis on sait que si une équipe est capable de mettre des points, mais ça veut dire que l'offense adverse va devoir aussi mettre des points. Puis oui, tu peux mettre beaucoup de points en courant le ballon, mais c'est sûr que ça mange beaucoup de temps. Puis si tu tires de l'arrière,
tu n'auras pas le choix d'intégrer ton jeu de passe et tout. Je dis pas qu'ils vont tirer de l'arrière, who knows what's going to happen, mais c'est juste que de leur côté, Valleyfield, il faut juste qu'ils viennent avec un meilleur passing game, si je peux dire ça comme ça. Ils ont joué durant la saison, puis on s'en rappelle, là, on était présents. C'était Montmorency qui dominait, puis après, second half, Valleyfield est venu avec une différente énergie et tout pour justement rattraper Montmorency. Mais ça, ça va être à Montmorency, comme on l'a dit durant. Mais moi, je pense que Montmorency, ils l'ont changé ce côté-là. Ce que je disais, c'était que en termes d'énergie, que Montmorency, il faut qu'il direct dès le premier jeu, l'énergie doit être là jusqu'à la fin de la game parce que du football de rattrapage en playoff, ça peut faire mal. On l'a vu avec le Vieux-Montréal. Même si c'était la meilleure équipe, jouer avec un stress que tu n'as pas vécu durant la saison, surtout avec une équipe qui est jeune, qui n'a pas nécessairement cette expérience-là de tirer de l'arrière en playoff avec la pression que tu as, tout le monde crie et whatever. Ça va être important dès le premier jeu, autant offensivement que défensivement. Montmorency va devoir avoir une belle intensité parce que oui, ils ont été dominants durant la saison, mais ça ne veut plus rien dire en playoff. Ça va être important qu'ils envoient un message directement dès le premier jeu. Parfaitement d'accord. Puis, je pense que pour la mentalité ou l'approche de Valleyfield, c'est essayer d'être très robuste en défense en partant, trouver une manière de mettre beaucoup de pression sur Victor Charland. S'il arrive à le faire puis qu'il force Montmorency à se dépêcher à faire ses jeux, à jouer un peu plus au sol ou en tout cas des choses comme ça, peut-être qu'ils peuvent prendre un momentum un peu puis éviter justement d'être obligés, comme tu dis, là, de se créer un jeu de passe qu'ils n'ont pas nécessairement. Ouais. Parce que Montmorency, ce qui arrive, c'est qu'en 3 possessions, ils sont capables de marquer 3 touchés avec des jeux de 72 verges. Tu sais, ils ont tellement un jeu de passe dominant que tu sais, ça devient difficile là, de penser que ton avance est soit assez grande ou que tu es correct, mais c'est parce qu'il reste qu'il faut que tu joues dans la tête de Montmorency. Puis peut-être que le jeu au sol va être très utile au début du match. Il va falloir qu'il joue de manière très robuste, qu'il essaie de jouer au sol au début du match pour essayer de gruger du temps au début du match. Oui. Mais après ça, comme tu dis, c'est la défense, il faut qu'elle fasse sa job parce que si Montmorency commence à monter le pointage, ça va être une autre affaire. Puis là-dessus, tu as parfaitement raison. Ça va être difficile. Fait que, bref, un match qui va être intéressant à regarder parce que Valleyfield a quand même une équipe costaud, une équipe capable de faire des bonnes choses puis qui peuvent déranger Montmorency. L'autre match, on en parlait tantôt, Sherbrooke contre John Abbott. Est-ce que la défense de Sherbrooke, est-ce qu'elle est capable de contenir assez John Abbott pour, après ça, que son attaque à Sherbrooke batte la défense de John Abbott? Puis moi, je pense que c'est là qui va être l'enjeu. C'est oui, Sherbrooke va avoir une bonne défense, ils vont trouver une manière, mais je pense que John Abbott a une aussi bonne défense qu'eux autres. Puis exact. Ils vont les empêcher de faire des points. C'est mon feeling. Exact. Je pense la même chose. Puis offensivement, John Abbott, je pense, sont très à l'aise. Puis, oui, c'est un match de saison, mais le dernier match qu'on joue là, le 15 octobre, là, c'est John Abbott a gagné le pointage de 35-6. Ça veut rien dire, mais juste pour montrer que John Abbott, c'est une équipe quand même qui est capable de les stopper avec 6 points. Puis, c'est une équipe qui est capable de mettre des points. Sherbrooke, à la fin de la journée, moi, je pense que il faut qu'ils gardent leur identité qui est justement mettre l'emphase, pas mettre l'emphase, mais être solide défensivement pour donner ce boost d'énergie. Je me répète souvent, mais les playoffs, c'est ça. C'est ça la formule. La défense doit donner ce boost d'énergie-là à l'offense. Parce que c'est rare des scores en playoffs de 57-0. Mais on va attendre là, à rentrer en division 3, mais des scores comme ça, c'est rare. C'est pour ça que la défense a besoin. C'est pour ça que des fois, on dit souvent que la défense, ceux qui gagnent les championnats, parce que la défense qui set le ton. Tu viens, tu vas créer des turnovers, tu cognes les gens, tu leur fais sentir ta présence, ce qui va faire en sorte que, offensivement, l'autre équipe va devoir sortir de leur game plan. Après, boum, ce qui va créer justement des surprises, peu importe et tout. Ça va être intéressant, mais moi, je pense que John Abbott vont être, comme j'ai dit, une équipe avec beaucoup d'expérience, un bon coaching staff. Sherbrooke, j'enlèverai un Sherbrooke, mais John Abbott, je pense que je donne l'avantage à John Abbott là, pour la demi-finale là, contre Sherbrooke. Mais, who knows? Exact. Puis comme tu dis, une équipe qui a une bonne défense, à un moment donné, ça peut devenir frustrant de jouer contre une bonne défense, donc tu sais jamais. Mm-hmm. Division 3. Division 3, là, tout le monde jouait, mais c'était la première fois cette année qu'on avait la chance de voir la Sud-Ouest jouer contre la Nord-Est. On se demandait, quelle section est plus forte que l'autre? Est-ce qu'on a vraiment encore des questions à se poser? Mais je te ferai avec toi, j'ai beaucoup sous-estimé, je suis franc, je vais te honnête, la section, juste être sûr, Nord-Est. Oui.
Quand je dis sous-estimé, c'est pas dans le sens que, tu sais, c'est juste qu'en termes de, tu sais, de niveau, parce qu'on savait que Beauce Appalaches et Jonquière, c'est les deux équipes dominantes, mais Chicoutimi, la Pocatière, quand on joue justement contre, si on peut parler là du premier match, la Pocatière contre Huntsic, la Pocatière qui menait 14-0 en début de match. Oui, mais c'est deux pick six. Tu sais, c'est quand même spécial, mais tu as raison, là, tu mènes 14-0, peu importe comment. Mais boum, boum, tu arrives et tu fais deux pick six, tu prends les devants 14-0. Wow, attends un petit peu, là, tu viens ébranler pas mal. Huntsic a su se replacer et gagner le reste du match 38-0, mais ça reste que, non, tu l'as dit, regarde, la Pocatière qui était l'équipe numéro 4 en Nord-Est est arrivée pour jouer. Puis, oui. Puis chapeau à la Pocatière. Tu sais, sur papier, on savait qu'Huntsic, Huntsic avait l'avantage de gagner le match, mais comme tu as dit 2 pick six, moi, justement, je me répète encore, la défensive, c'est eux qui set le ton. Parce que le 14-0, ça fait en sorte que, tu sais, Huntsic, tu commences à stresser. Mais Huntsic, qu'est-ce que j'aime d'eux, c'est quand même une équipe qui sont à l'aise et tout. Puis je les ai vus jouer à plusieurs reprises cette saison. Puis il y a des games aussi qui perdaient par 14 points ou des trucs comme ça, mais ils étaient capables, justement, de remonter la pente. Parce que c'est une équipe aussi de deuxième demi qui sont capables de faire les ajustements, justement, pour le second half. Je ne suis pas vraiment inquiet, mais je me répète, Huntsic, je l'avais dit aussi, les revirements, c'est ça qui peut faire mal. Les interceptions, les fumbles, ça va faire attention parce que jouer du football de rattrapage, surtout contre une division, une section aussi qui sont pas si faibles que ça. La Pocatière l'a montré. Pour le deuxième game des playoffs, ça va être important que Huntsic protège le ballon, pas forcer les jeux. Parce que je répète, le football du rattrapage contre des équipes qui savent jouer, contre de l'expérience en playoff, ça peut faire très, très, très mal. Très mal. Exact. Non, regarde, je pense que tu dis tout ce qu'il y a à dire là-dessus, là, c'est vraiment ça. Mais en même temps, regarde, je pense que la Pocatière, une fois qu'ils ont, pas la Pocatière, mais Huntsic, une fois qu'ils ont repris le contrôle de leurs émotions, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Jamal Louis, 185 verges, 2 touchés. Oriola, le receveur, qui est 5 catch, 124 verges. Jérémy Dubreuil qui est allé lancer pour 281 verges, en plus de ses 2 interceptions, évidemment, mais 2 passes de toucher. Fait il a fait son travail. Là, maintenant, je pense que, comment je pourrais dire, tu shakes ça off, là, tes mauvais feelings, là, tes mauvaises impressions. Là, OK, on était en éliminatoire, là, c'est beau, là, on est prêt à jouer. Allons-y. Ils n'auront pas le choix parce que là, ils vont affronter Jonquière. Jonquière, là, je pense que c'est le match qui démontre le plus la domination des équipes fortes de la Nord-Est, à quel point sont fortes ces équipes-là. Jonquière bat 53-7 à Naudière qui avait gagné ses 5 derniers matchs dans le Sud-Ouest. La Naudière que je voyais arriver comme une force, dire bon, OK, on va avoir un beau match contre Jonquière. J'ai hâte de voir ça. Non, Jonquière a juste décidé que c'est pas. Ils sont. Comment je peux dire? Jonquière était trop gros, trop fort. Je voyais les plaqués des gars, là. Je dis, OK, on dirait. À certains moments, j'avais l'impression qu'il y a certains gars, là, c'était des hommes, puis il y en a d'autres que c'était des enfants. Puis c'est pas un manque de respect de la Naudière, c'est juste qu'il y avait des gars de Jean Jonquière, c'est des brutes, tout simplement. Puis à un moment donné, regarde, t'es trop fort. T'sais, ils ont bien joué, mais en même temps, ils ont été plus robustes, plus puissants. 53-7. Ah, mais je me répète encore la section nord-est, là. Respect pour de vrai. Respect, puis si on peut parler même de la game contre Victoriaville, Chicoutimi, un autre score qui est quand même assez serré. Je pense que moi, si on pourrait faire exemple pour la première semaine, la première ronde des playoffs, si on parle de section qui est la plus forte section, moi, je pense que ça n'a rien à voir, on peut juste pas pour parler, mais la section nord-est, pour de vrai, moi, chapeau à eux, nous ont montré qu'ils étaient une section qui est dominante. Peu importe l'équipe, toutes les équipes sont venues pour jouer. Chapeau à la section nord-est. Puis, si on peut parler de Beauce Appalaches, là, du 57-0 contre Champlain-Saint-Lambert. Là, c'était pas contre des. Je comprends qu'ils ont fini 4e, là, mais Champlain-Saint-Lambert, c'est pas des pas bons. Là. Non. Et non, ils se sont fait littéralement renverser, puis par-dessus tête, c'est pas compliqué. Beauce Appalaches est dans une classe à part. Puis regarde, on le voit à chaque fois. Tu sais, Thomas Jean, leur corps arrière, l'année passée a été dominant, est encore dominant cette année. C'est un corps arrière qui est probablement trop fort pour de la D3. À quelque part, il est allé jouer là parce qu'il a choisi d'aller là.
Ça va être intéressant de voir d'ailleurs où est-ce qu'il va aller au niveau universitaire, parce que je ne sais pas jusqu'à quel point, mais il va. J'ai vraiment hâte de savoir où est-ce qu'il s'en va, parce que c'est un bon joueur de football. Puis justement, il n'a peut-être pas affronté de l'adversité du niveau qu'il aurait pu avoir à affronter s'il avait été à d'autres niveaux, mais ça reste un très bon joueur. Puis regarde, Beauce-Appalaches est parti pour la gloire, tant qu'à moi, là, ça va être un deuxième. Ouais, écoute, ils ont 2 matchs à jouer. Puis le premier, c'est contre Victo. Je ne sais pas si Victo, cette semaine, va avoir le retour de leur carrière, parce que Victo a gagné contre Chicoutimi seulement 31-26. Mais ils jouaient sans leur carrière partant habituel. Donc, on a peut-être là, je ne veux pas dire que Victo va donner du trouble à Beauce, là, mais si Olivier Robichaud est là, ça peut être un peu différent, mais regarde, je ne mettrai pas un sou contre Beauce-Appalaches. Moi, je vais être honnête. Alright, c'est rare que je fais des de même, mais Beauce-Appalaches, je pense que 57-0. C'est un message. Dans le sens, quand je veux dire un message, si on playoff, quand tu gagnes 57-0, c'est pour montrer justement que peu importe contre qui qu'on joue, on va vous écraser. Puis c'est pas un manque de respect, c'est juste qu'on est l'équipe à battre. Puis je pense que ces messages-là, ils l'envoient semaine après semaine, peu importe contre qui joue. Puis c'est pour ça que Beauce-Appalaches, de semaine en semaine, mon respect fait juste monter de plus en plus. Puis j'ai très hâte. Je ne vais pas jinx leur affaire, rien dire, on va parler de la prochaine game, mais j'ai très hâte de pouvoir les voir jouer. Voir leur énergie, c'est comme juste une équipe qui est quand même assez complète, qui sont capables de faire ce qu'ils veulent, autant défensivement qu'offensivement. Puis, tu sais, un 57-0, moi, je pense que c'est un message qu'on voit tout le monde pour dire qu'écoute, on est l'équipe à battre, peu importe contre qui qu'on joue, peu importe la section, division. Comme je dis, je ne vais pas trop parler, je ne vais pas trop jinx l'affaire, mais Beauce-Appalaches, c'est une équipe pour de vrai qui m'impressionne beaucoup. J'aime ça, les voir jouer. Puis, tu sais, je les ai vus jouer, tu sais, sur le web diffusion, mais là, j'ai hâte de les voir jouer en présentiel, voir c'est quoi leur énergie. Parce que moi, je suis une personne d'énergie. Tu sais, c'est beau les stats et tout, mais je suis une personne d'énergie. Puis ce que je vois, je pense que c'est une équipe avec beaucoup d'énergie, so j'ai vraiment hâte de les voir jouer. Chapeau à eux, continuez à dominer pour de vrai, continuez à faire du bruit. Puis let's go, man. Yes, absolument. Puis regarde, l'autre match, c'est Jonquière-Huntsic. Est-ce que Huntsic, numéro 1 dans la Sud-Ouest, a ce qu'il faut pour battre Jonquière? Ben, si je pose la question comme ça, la réponse est oui, mais est-ce que Huntsic part avantagé sur Jonquière ou c'est Jonquière qui part avec l'avantage? D'après toi, là, si tu avais à mettre un favori entre les deux? Moi, je dirais Huntsic, parce qu'on se base en termes de saison, puis c'est une équipe aussi, comme j'ai dit, que j'ai vu jouer, puis le coaching staff que je connais quand même assez bien, je sais de quoi ils sont capables, les joueurs aussi. Pour rien enlever à Jonquière. Jonquière, c'est une équipe très dominante. Ils l'ont montré justement contre la Naudière qui ont eu une bonne fin de saison, qui ont même battu Huntsic en dernier match. Mais tout ça, ça veut rien dire, tu sais, les qui a gagné contre qui et tout. Mais moi, je pense que Huntsic, ça va être leur plus gros défi cette saison. Jonquière qui est une équipe, comme je dis, que eux, ils ont la soif de vengeance. C'est même pas... je ne vais pas dire qu'ils sont fous des autres équipes, mais eux, ils veulent se venger de Beauce-Appalaches. Même s'ils ont affronté les gens en saison, eux, la finale de l'année dernière, je pense qu'ils veulent retourner en finale justement pour avoir leur revanche. So, l'approche qu'ils ont, c'est en mode, on va écraser tout le monde. T'es pas Beauce-Appalaches, on veut pas te voir, on va te tasser. So, Huntsic vont devoir, comme j'ai dit, en début de match, il va falloir essayer d'éviter les turnovers. Puis, Huntsic, je ne suis pas vraiment inquiet au niveau offensif parce qu'ils sont capables de mettre des points et y aller et tout, mais il faut être capable justement d'aller chercher ces points-là dès le début de match puis faire en sorte que Jonquière puisse faire... Je me répète encore du tout très important. Ça te sort de ta zone de confort, si tu peux dire ça comme ça. Parce que Jonquière, si on regarde les matchs de saison, n'ont jamais tiré de l'arrière à part comme Beauce-Appalaches, mais ça, c'est une histoire à part. Mais quand les autres équipes, ça a été dominé, ont dominé. So, si Huntsic sont capables justement d'aller les déstabiliser de ce côté-là, je pense que ça va être intéressant. Huntsic, eux, l'avantage qu'ils ont déjà été déstabilisés, si je peux dire ça comme ça, ils ont déjà tiré de l'arrière. So, ils savent déjà c'est à quoi s'attendre de ce côté-là quand s'ils font face à cette situation-là. Mais Jonquière, peut-être pas. C'est pour ça que Huntsic va devoir utiliser ce côté-là, d'aller les jeux, peu importe quoi, mais juste les surprendre de ce côté-là. Puis je pense que c'est ça qui va faire la différence parce que sur papier, les deux équipes, je pense, sont pas mal assez similaires. C'est sûr que Huntsic a terminé premier, mais Jonquière, c'est une équipe qui est capable de jouer au football sur Huntsic. Moi, je pense que Huntsic vont être capables de faire face à eux, Jonquière aussi, mais je donne l'avantage à Huntsic, la simple raison parce que Huntsic ont de l'énergie, plus d'énergie, si je peux dire ça comme ça, rien enlever à Jonquière et tout, mais je pense que en termes d'énergie, je pense que Huntsic va aller chercher ça. Mais ça reste que Jonquière peut nous surprendre. Ben, je ne vais pas dire surprendre parce que s'ils gagnent, ils l'ont mérité. Puis,
Ils ont l'équipe pour, mais moi, je pense que ça va jouer du niveau de l'énergie là, des deux côtés. Puis Huntsic, je donne l'avantage pour l'énergie, mais sinon, ça va être une bonne game. Puis j'ai hâte de voir cette game-là. Ça va être la game, pour moi, des playoffs en Division 3 là, pour la semaine prochaine, pour ce week-end. Ben, ce qui va être Oui, moi aussi, je pense que c'est clairement le match le plus intéressant à surveiller. Jonquière mise sur le corps arrière Olivier Lefebvre qui a terminé la saison avec 29 touchés, 9 interceptions, 6 passes de toucher en fin de semaine dernière contre la Naudière. Jonquière mise sur une ligne offensive gigantesque. Fait que les gars de ligne défensive de Huntsic vont devoir arriver avec le couteau entre les dents en se disant « Je m'en viens me battre, c'est une bataille de rue que je m'en viens faire là. » Oui, ils sont gros l'autre bord, mais sort tous les trucs dans le sac à trucs. Là. Use your speed. They gotta use your speed. C'est faut que tu connais c'est quoi tes forces. Use your speed. Oui, c'est vrai, mais à un moment donné aussi, il faut que tu montes au gars l'autre bord qui a beau être gros. Je suis capable de me battre avec toi parce que ta vitesse, tu vas l'utiliser dans certains jeux, mais à un moment donné aussi, trouve les trous, frappe aux bonnes places, arrange-toi pour les déséquilibrer. Oui, la vitesse, mais déséquilibre des gars, soit là, mettre de la pression, trouver une manière d'amener un gars de plus. En tout cas, Garvin sait parfaitement mieux que moi comment gérer cette défense, mais je parle des gars, comment doivent réfléchir doivent approcher ça en se disant OK, let's fight. OK, j'ai peur de rien, puis je m'en vais me battre parce qu'ils sont gros, les gars, en avant. Puis tu ne peux pas te démoraliser. Il faut que tu lâches absolument jamais. Mais ça va être un très gros défi pour Huntsic. Sauf que je leur souhaite, l'année passée, c'est Jonquière qui a gagné ce match-là contre Huntsic, fait que ce serait peut-être à leur tour. Puis je ne détesterais pas voir une finale impliquant Huntsic, justement, contre Beauce-Appalaches, voir ce que ça donnerait. Parce que sinon, regarde, je ne m'en plaindrais pas, mais sinon, on va se retrouver avec une finale comme l'an passé, où est-ce que ce serait Jonquière et Beauce-Appalaches. Puis comme on a vu Beauce-Appalaches gagner 2 fois contre Jonquière cette année, on pourrait avoir tendance à penser que ça pourrait être la même chose, mais laissez les gars jouer les matchs avant de déterminer. Exact. On ne s'embrera pas trop là-dedans, peut-être la semaine prochaine, mais pour l'instant, comme pour moi, avantage Beauce-Appalaches, Jonquière, Huntsic, je ne vais pas dire avantage, parce que moi, je pense que ça va être quand même serré comme game, mais Huntsic, si j'avais à choisir, je choisirais Huntsic, comme je dis, pour question d'énergie. Ça va être à eux, justement, de nous prouver de quoi ils sont capables. Est-ce qu'ils vont être assez physiques pour faire face à Jonquière? Ça reste à voir ça. Écoute, on a un bon week-end. Moi, je pense qu'autant division 1, 2, 3, on va avoir un bon week-end de football. Chapeau, comme je dis, le premier round a été très... C'est sûr qu'il y a des games qui étaient plus faciles que d'autres, mais il y a des games que, peu importe le score et tout, je pense en termes d'intensité, les kids, les coachs nous ont donné un bon show en espérant avoir la même, peut-être même mieux pour le deuxième round. On a vraiment hâte à ça. Puis, petite parenthèse pour le match, dans le fond, qu'on va être présent, je pense que on va se diriger à Montmorency contre Valleyfield. Valleyfield, exactement. Montmorency contre Valleyfield. Moi, je vais être là. Moi, je vais être là, c'est sûr. Je vais être présent aussi. Tous les deux, on va être présents. Ça va être intéressant parce que là, il y a le QB, le MVP, l'un des meilleurs QB là, au niveau collégial cette année, toutes divisions confondues et tout. So, je pense que ça va être intéressant de le voir avec sa dernière année en plus, en playoff demi-finale. So, ça va être... c'est la raison pour laquelle on se dirige voir Montmorency contre Valleyfield. Mais pour le reste des autres games, donnez-nous un show. On va quand même visionner le tout puis commenter sur les games et tout. So, let's go! Yes. Fait que ça sort samedi après-midi pour tout le monde, sauf un des matchs de D1, celui de Notre-Dame contre les Knoxville. C'est samedi soir à 19h. Regardez ça. Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, regardez ça sur rseq.direct. Vous avez les web diffusions. Maintenant, let the games begin, puis on va voir ça la semaine prochaine, ce que ça a donné, puis on en reparle encore. Fait que on te retrouve, Chris, la semaine prochaine pour faire le tour de tout ça. Merci. Yes, sir. Hey, bon week-end de football. Merci encore, Phil. Alors, bienvenue au segment de l'entrevue de la semaine. Cette semaine, on a l'occasion d'avoir avec nous une joueuse de soccer de très haut niveau que j'ai beaucoup apprécié suivre dans les dernières années. Mégane Sauvé des Carabins de l'Université de Montréal. Merci d'avoir accepté. Bienvenue au podcast Bulletin sportif. Merci beaucoup. Championne québécoise, je ne dirais pas championne canadienne tout de suite, je ne veux pas jinxer l'affaire, c'est pas ça, on n'est pas là. En fin de semaine dernière, vous avez gagné le championnat provincial contre le Rouge et Or.
Raconte un peu, parce que le Rouge et Or, vous avez battu 2 fois pendant la saison, mais vous aviez fini première quand même, étant donné les résultats pendant la saison contre les autres équipes. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, nonobstant le fait que c'était un match final, évidemment, c'est important, mais qu'est-ce qu'il y avait de spécial par rapport au fait que c'était le Rouge et Or? Y avait-tu quelque chose en particulier? Y avait-tu une revanche à prendre par rapport à l'an passé, notamment? C'est sûr que pour celles qui étaient là l'an dernier, on se rappelle du match de l'an dernier. On s'est fait avoir malgré notre bonne saison qu'on avait eue. Donc, cette année, c'était un peu le moment de montrer un peu à tout le monde que on est encore là, même si on a eu des erreurs de parcours, on pense qu'on a les meilleures chances de gagner le championnat canadien. Donc, c'est important d'aller comme ça. Puis aussi d'approcher le match au-delà du fait que c'est une rivalité contre le Rouge et Or, le Rouge et Or, c'est une bonne équipe pour se préparer aux nationaux parce que c'est le genre d'équipe qu'on va affronter là-bas, des bonnes équipes, des équipes qui ont de la qualité dans les individualités. Donc, pour nous, c'était juste une bonne occasion de se préparer pour la semaine suivante, mais c'est sûr que c'est une finale provinciale, donc rajouter une médaille, pourquoi pas. Tu le dis, il y a le championnat canadien. Dans le fond, les 2 équipes, vous étiez assurés d'aller au championnat canadien, ce qui n'était pas le cas l'an passé, parce que pour ceux qui nous écoutent, qui suivent peut-être un petit peu moins ça, l'an passé, vous aviez une saison quasi parfaite, en fait, juste un match nul, sinon le reste, que des victoires. Puis vous avez échappé le match, en réalité, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais en prolongation. Oui. Donc, c'était particulièrement crève-cœur, je pense. C'est ce que tu m'avais partagé. D'ailleurs, c'était particulièrement crève-cœur l'année passée quand vous aviez fini ça. Est-ce que le fait que vous étiez automatiquement qualifié pour les championnats canadiens enlevait un stress à ce match-là ou cette finale-ci? Je pense que c'est certain. Ça nous permettait de faire des derniers ajustements, tandis que quand c'est un match sans lendemain, c'est vraiment le tout pour le tout. Là, ça nous a permis de faire certains ajustements. Puis c'est sûr que juste niveau blessure, on n'a pas pris de risque non plus à ce niveau-là. Donc, c'était vraiment l'approcher en préparation, mais le fait que ce soit pas un match en lendemain, c'était des derniers ajustements qu'on pouvait faire. Si on voulait essayer de mettre quelqu'un à un poste ou des combinaisons de joueuses, c'était notre dernière chance de le faire sans se dire, si on le fait puis ça fonctionne pas puis on se fait marquer, notre saison est terminée. Fait que ça, c'est juste positif. Et là, si on parle un peu en fait, on va parler de ce match-là avant de revenir sur la saison. Quand même un match, évidemment, âprement disputé. Vous prenez les devants 1-0. Un peu plus tard dans la partie, une joueuse du Rouge et Or qui fait quand même, on va se le dire, une belle montée, un travail individuel assez intense, est allée chercher la faute dans la surface, ce qui permet au Rouge et Or d'avoir un penalty qu'elle réussisse à convertir. Fait que là, c'est 1-1. C'est quoi le feeling à ce moment-là? Est-ce que justement, il faut y aller all-in parce qu'il faut aller chercher la victoire? Puis comment ça se passe dans vos têtes au moment où justement il arrive à aller chercher ce penalty-là puis qu'il réussisse à marquer, mettre ça 1-1? Comment ça se passe dans vos têtes à ce moment-là? C'est sûr qu'il y a une petite frustration de quelques secondes qui se produit là, parce qu'on se dit, on avait réussi à faire le 1-0, c'est quelque chose qui est déjà difficile. Mais après, je pense qu'on croyait qu'on pouvait aller chercher la victoire, puis c'est un peu encourageant pour nous de donner des pénaltys. Je dis ça comme ça, mais dans le sens de ne pas donner de but dans le jeu ouvert, c'est quelque chose de positif pour notre défense. Donc, je pense qu'on s'est dit, c'est une bonne occasion de faire comme si on était aux nationaux, puis on vient de se faire égaliser 1-1. Il ne faut pas perdre la tête, il faut rester calme dans la situation. Donc, je pense que c'est ce qu'on a fait, puis on a attendu juste la bonne occasion. Après, il fallait être lucide. Donc, chapeau à nos attaquantes qui ont vraiment. On n'a pas eu beaucoup de chance dans le match, mais les chances qu'on a eues, on les a vraiment mises. Donc, ça, c'est juste positif. Est-ce que ça faisait partie de la stratégie, justement, de lancer, parce que les 2 buts, dans le fond, vos attaquantes se retrouvent un peu seules pratiquement contre la gardienne, ou en tout cas dans des positions justement où, franchement, le ballon était lancé. C'est pas une mêlée en avant du but qui fait en sorte qu'on finit par mettre des buts. Maxime Nobert, qui a été votre meilleure marqueuse cette année, finit par faire le travail en allant placer le ballon derrière la gardienne du Rouge et Or. Mais est-ce que c'était une stratégie contre le Rouge et Or ou ça fait partie de votre façon de jouer toute l'année, de lancer vos attaquantes comme ça? C'est sûr qu'on travaille avec les qualités qu'elles ont. Les deux, c'est des joueuses très, très rapides, très explosives. Donc, si on peut les lancer en profondeur pour qu'elles puissent aller directement devant la gardienne, on le fait 100% parce que c'est jouer sur leur qualité. Après, je pense qu'on aurait peut-être aimé avoir un peu plus le ballon, un peu plus le contrôle de ce match-là. Malheureusement, c'était pas le cas, puis ça arrive, mais je pense que l'important, c'est que dans les chances qu'on a, on est très, 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 très clutch. Puis Maxime et Erika, c'est 2 joueuses que, je veux dire, dans les gros matchs, souvent, elles ont tendance à marquer les buts ou à nous
à nous permettre de passer au prochain stade. Je pense en 2019, en demi-finale, les deux se font la passe sur le but. Donc, vraiment, juste du positif à retenir. Puis, on est juste contente d'avoir la victoire. Si on revient sur la saison, tu disais, bon, c'est une saison imparfaite. Bon, oui, il y a eu 2 défaites contre le Rouge et Or, mais ça reste des résultats là, dans un sens où, cette imperfection-là, des fois, tu joues un super match, tu vas finir par perdre 1-0. C'est pas nécessairement parce que tu as été imparfaite dans le match ou que ça s'est mal passé. Qu'est-ce que tu vois comme justement des imperfections de cette saison-là, puis comment vous avez progressé dans l'année pour justement en arriver idéalement à votre pic à l'aube des championnats canadiens? Je pense qu'au début de la saison, on avait quelques difficultés. On défend toujours bien, on n'accorde pas beaucoup de buts, on a accordé très, très peu de buts. Je pense qu'on est deuxième au Canada à avoir accordé des buts dans le jeu ouvert. Mais offensivement, au début de la saison, on avait un peu de la difficulté à se comprendre. Au niveau de la cohésion, c'était un peu plus difficile. On marquait moins de buts. On a tendance à commencer nos saisons avec des gros résultats. Puis là, c'était des petits 1-0, des 2-0. Je pense que ça a été la plus grosse imperfection à travailler. Puis une fois qu'on a trouvé une façon que toutes les joueuses qui ont des individualités un peu créatives puissent mettre à profit leur créativité, ben c'est là qu'on a commencé à marquer un peu plus de buts, d'enchaîner, puis d'arriver avec des victoires un peu plus convaincantes. Puis à partir de là, ben quand tu mets la défense puis l'offensive ensemble, ben ça nous a vraiment permis juste d'atteindre le prochain niveau là, au niveau de notre équipe. Puis toi, personnellement, bon, tu finis la saison pour la 5e fois. En fait, sur la 4e ou la 5e, bref, tu as toujours été sur la première équipe d'étoiles de ce que je me souviens. Et là, joueuse par excellence, comment tu vois ça? Parce que c'est ta dernière saison, tu finis, dans le fond, ta carrière universitaire au championnat canadien comme ça, évidemment, par équipe, mais individuellement, d'avoir le titre de joueuse par excellence pour finir ta carrière, qu'est-ce que ça représente pour toi? Comment tu as vu ta saison? Est-ce que c'est un objectif que tu avais, puis est-ce que c'est... comment tu le perçois, là, ce titre-là? C'était pas vraiment un objectif que j'avais, juste par le fait que je pense qu'on a beaucoup de talent dans la ligue, de bonnes individualités, donc c'était pas particulièrement un objectif. C'est sûr que c'est une reconnaissance que j'apprécie parce que je pense que ça témoigne de l'éthique de travail que j'ai eue pendant les années que j'ai été à l'université. Mais c'est sûr que pour moi, je le vois vraiment d'un point de vue collectif. Là. Pour moi, qu'on ait 9 All-Stars puis qu'on perde à la fin, je trouve ça crève-cœur. Puis à la fin, ça devient moins intéressant, les distinctions. Donc, c'est vraiment plus qu'est-ce qu'on va obtenir au niveau collectif qui va déterminer. Peut-être que là, je vais plus en profiter, je vais plus l'apprécier. Mais pour l'instant, j'en parle pas. Puis c'est pas quelque chose qui est important. C'est vraiment le résultat collectif là, qui prime. Ben, je vais te féliciter quand même pour ce titre-là, même si ce n'est pas ce que tu recherches en priorité. Et là, parlant de ce que tu vas rechercher en priorité, on est à quelques jours du début du championnat canadien qui va se dérouler à Laval. Donc, cette année, les gens qui sont fans de soccer vont pouvoir aller vous voir jouer. Ça se passe au Québec, le championnat canadien du soccer de très haut niveau. Mais quand même, au moment d'enregistrer, on est mardi quand on enregistre cette entrevue-là. Vous vous préparez aujourd'hui à partir à Québec. Même si vous êtes à Montréal, c'est quoi l'intérêt de partir quelques jours comme ça d'avance? Est-ce que vous n'auriez pas pu rester à Montréal pour ça? Pourquoi vous le faites comme ça? On a toujours un moment pour aller avoir un entraînement sur le terrain où on va jouer quand on est aux nationaux. Donc là, notre entraînement, c'est demain. Donc c'est sûr qu'on voulait arriver aujourd'hui pour... l'entraînement officiel, c'est demain, mais on voulait arriver aujourd'hui pour se mettre en place, pour s'installer à l'hôtel, puis prendre le temps de prendre nos aises un petit peu pour que demain, c'est l'entraînement. Puis la journée de l'entraînement, il y a toujours le banquet aussi. Donc, ça s'enchaîne un petit peu les événements. Donc, étant donné que tu n'as pas beaucoup de temps mort, je pense que c'était bien qu'on parte aujourd'hui. Puis, étant donné que c'est à Québec, toutes les équipes de l'Ouest arrivaient aujourd'hui. Donc, ça fait un peu une arrivée officielle de toutes les équipes. Je pense que pour les filles, juste je veux pas dire lâcher l'école, là, mais de quitter un peu le travail, l'école, tout ce qu'ils ont ici, ça va leur permettre de partir avec la tête libre et d'avoir une journée pour vraiment reset puis partir sur le mindset championnat canadien. Et là, bon, championnat canadien, évidemment, c'est comme un nouveau tournoi, ça commence, mais avec juste des matchs sans lendemain, c'est pas comme s'il y avait un round robin ou quoi que ce soit, il n'y a pas de classement, vous commencez, chaque match est un match sans lendemain. Ou presque, là, évidemment, parce que je sais qu'il y a des matchs de classement après, là, mais la réalité, c'est que pour gagner le championnat canadien, il faut simplement gagner chacun de ces matchs.
Comment vous entrevoyez ça? Est-ce que vous avez vous avez regardé vos adversaires? Est-ce que vous connaissez assez bien ces adversaires-là? Est-ce qu'il y a une stratégie particulière où on se dit dans ce temps-là, non, on joue le carabin way si on veut, puis regarde, les ajustements se feront pendant le match qui a lieu. C'est sûr que je pense que le staff, eux, regardent un peu plus les adversaires, puis ils vont nous transmettre les inputs qu'eux, ils sentent qui sont pertinents pour nous. Dans le sens, si sur certaines phases arrêtées, ils font des set plays un peu spéciaux ou des trucs comme ça, évidemment, on va avoir l'information. Mais je pense que dans l'idée de notre staff, c'est vraiment de rester authentique à comment nous, on joue, d'essayer d'imposer comment nous, on joue. Évidemment, s'il y a des individualités ou des éléments qu'on doit savoir par rapport à l'adversaire, on va savoir l'entraînement avant le match. Mais on essaie vraiment d'imposer, nous, ce que nous, on veut faire. Puis, à partir de là, on s'ajuste si jamais ça ne fonctionne pas ou si jamais l'adversaire, ils font quelque chose qu'ils ne faisaient pas avant. Une joueuse d'expérience comme toi, qui a un rôle de leader dans une équipe comme les Carabins, qui est quand même une équipe qui est toujours en haut de classement, tu as participé à des championnats canadiens. Qu'est-ce que tu veux amener à tes coéquipières? Est-ce qu'il y a un speech à faire avant que ça commence? Est-ce qu'il y a une attitude que tu veux t'assurer que tes coéquipières aient? Surtout celles qui n'ont jamais vécu ça. Comment toi, tu approches ça là, mentalement, justement, avant d'embarquer sur le terrain? C'est sûr que pour les plus vieilles, puis moi aussi, on essaie d'instaurer un peu le calme, parce que ça peut être très, très gros. Même moi, je me rappelle, comme une recrue, c'est très gros, il y a beaucoup de monde, ça fait du bruit, c'est pas un terrain que tu es habitué de jouer, l'adversaire, tu les connais pas comme tu les connais en RSEQ. Donc, ça peut être quelque chose de très, très stressant. Fait que je pense juste baisser le stress général, c'est la meilleure chose. Puis après aussi, au niveau de la concentration, être vraiment concentré puis essayer de l'idée sur les phases arrêtées si quelqu'un est mal placé. Ça arrive des fois que quand tu es première, deuxième année, tu sais pas où mettre la tête puis tu oublies certains éléments très importants. Fait que juste de leur rappeler ces petits éléments-là. Mais on a quand même une équipe que malgré qu'on est jeune, on a des joueuses qui ont eu quand même une grosse expérience. Si on prend notre recrue Léonie, elle est allée à une Coupe du Monde. Je veux dire, elle a vécu quand même des éléments qui sont grands. On a des recrues qui ont gagné l'année passée avec Vanier, donc les championnats nationaux. Donc, ils ont quand même vécu leur expérience. Fait qu'on les laisse en même temps un petit peu aborder ça à leur façon, les vétérans. Toi, tu t'en vas là avec l'idée qu'évidemment, tu veux finir cette carrière-là avec un championnat canadien si possible. Un championnat provincial, c'est sympathique, mais c'est le championnat canadien qui fait foi de tout, j'imagine. Je ne sais pas à quel point, là, mais est-ce qu'il y a moyen de donner plus encore que ce que tu donnes à chaque fois? Je sais que tu es une joueuse qui prend ta place, tu n'es pas en attente. Là, t'es quand même, on regarde des matchs des Carabins, Megan Sauvé, on entend son nom, on te voit jouer, on te voit le ballon au pied. Fait que, à quel point tu veux être présente, tu veux en donner encore plus ou tu peux en donner encore plus? Ou est-ce que c'est dangereux justement de vouloir trop en faire dans ces moments-là? J'en ai parlé justement, c'est ironique qu'on a dit ça, mais j'en ai parlé un peu avec Kevin il y a quelques semaines parce que ce que je lui disais, c'est que j'étais déçue malgré le fait que j'ai gagné, je vais pas ça, j'étais déçue de ma dernière saison dans le sens où il y a des moments où je trouve que je n'ai pas été assez lucide devant le filet ou des éléments que je réussissais peut-être par le passé. Puis ce qu'il m'a répondu, c'est probablement que j'essaie trop. C'est ma dernière saison, je veux trop en faire, je veux trop que ce soit parfait. Puis des fois, quand tu penses trop à ça, au contraire, tu te mets à contre-performer parce que t'es pas lucide, tu penses aux résultats. C'est quelque chose aussi comme équipe, on réfléchit beaucoup à on gagne pas 4-0, donc c'est pas bon, mais ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'il faut réfléchir à comment on joue au lieu de réfléchir à ce que le résultat va être. Puis individuellement, c'est un peu la même chose. Quand je réfléchis trop, puis j'essaie trop en faire, ça fait pas des bons résultats. Fait que je pense que j'approche vraiment le championnat canadien là comme si j'étais une première année puis j'avais rien à prouver. Là. Je suis juste là pour donner le meilleur de moi-même, puis that's it. Après, je pense que la performance va suivre. Donc, il reste juste à... en fait, je vais te poser une autre question sur le championnat canadien avant qu'on passe à autre chose. Le fait que ça se passe au stade TELUS, c'est quand même... Tu parlais tantôt, c'est pas notre terrain, mais ça reste un terrain que toi et tes coéquipières, vous connaissez. Est-ce que il y a quand même un avantage à ça ou ça reste le terrain de Laval, c'est pas chez nous, c'est différent que si on jouait... évidemment, c'est différent que si vous jouiez à Montréal, mais à quel point c'est considéré comme un terrain étranger versus justement les équipes de l'Ouest qui ne jouent pas à Laval jamais? Comment tu vois ça, le fait d'être semi chez vous, dans le fond?
Je pense qu'il y a un petit positif, là, dans le sens que on a déjà joué sur ce terrain-là, on sait un peu il y a l'air de quoi, on a déjà été dans les vestiaires, tu sais, on a un petit sentiment de familiarité, même si c'est un peu pas notre domicile. Puis je pense que c'est un avantage par rapport à toutes les équipes qui ont jamais même été au PEPS ou à Québec. Donc non, je pense que c'est un petit avantage, mais en même temps, ce terrain-là est très différent en dimension, etc., etc. Donc il y a quand même des points qui sont pas pareils comme si on était à la maison. Ben, il me reste juste dans le fond, sur cet aspect-là, vous souhaitez la meilleure des chances. On va suivre ça avec grand intérêt. Puis je te souhaite sincèrement d'avoir un titre canadien comme ça pour un autre, en fait, parce qu'en 2017, tu l'avais gagné avec ton équipe quand tu étais recrue. Donc, je vais vous souhaiter ça. Pour la suite, par contre, parce que c'est ta dernière année, je suis curieux de savoir, Mégane Sauvé, la joueuse de soccer, qu'est-ce qui se passe avec toi après cette saison-ci? Est-ce que tu joues au soccer intérieur avec les Carabins? Puis après ça, est-ce que le soccer, ça continue pour toi? Puis dans quelle direction ça prend s'il y a lieu? Habituellement, dans les Carabins, les personnes qui sont finissantes, elles font pas la saison d'hiver. Donc, ça se termine sur la saison d'automne pour laisser la chance aux filles qui ont soit moins eu de temps de jeu ou qui sont recrues de juste avoir davantage de temps de jeu. Évidemment, je vais être disponible. Là, si Kevin m'appelle puis me demande d'aller jouer un match, je vais jamais dire non. Mais pour la suite des choses, je vais retourner jouer en club pour l'été prochain, encore avec Blainville. Puis après, j'espère pouvoir aller jouer pro outre-mer, probablement en Europe. Je sais pas encore où. J'ai discuté avec certaines agences d'ici pour voir ce qui était possible. C'est sûr que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Puis j'aimerais aussi, tu sais, un de mes objectifs, c'est aussi de montrer aux gens que dans le réseau U-Sport, il y a vraiment du talent. Puis c'est du talent qui est capable d'aller jouer professionnel. C'est du talent qui est capable d'atteindre l'équipe nationale. Donc, c'est quelque chose qui est important pour moi de faire le maximum avec ce que je peux faire. Puis après, on verra où ça m'amène. Mais s'il y a une opportunité qui se présente, c'est sûr que je vais la prendre. Est-ce que la Ligue féminine aux États-Unis est quelque chose de possible et d'intéressant pour toi ou vraiment tes yeux sont vers l'Europe? C'est sûr que la Ligue aux États-Unis est intéressante de plein de points de vue, mais c'est une ligue qui est basée sur un draft, qui est basé sur la NCAA. Donc, c'est très difficile de l'entrer. Si tu veux entrer dans la NWSL, il faut que tu te présentes à des open tryouts. Puis c'est vraiment, c'est beaucoup de monde. C'est pas comme si tu étais invité à un camp d'entraînement. Il y a une joueuse à date des GGs l'année dernière qui a été invitée à un camp. Puis c'est tout ce que j'ai jamais connu dans le réseau U-Sport. Fait que c'est quelque chose qui est plus difficile. Après, encore une fois, s'il y a une opportunité qui se présente, je vais la prendre, mais pour l'instant, le plus ouvert, je pense que c'est l'Europe qui est plus ouvert à toutes les joueuses canadiennes, peu importe qui viennent de la NCAA ou du réseau du sport. Puis quand tu regardes l'Europe, c'est-tu toute l'Europe ou il y a des ouvertures plus faciles dans certains pays que d'autres? Ou? Ben c'est sûr, les pays scandinaves, c'est des pays qui offrent des bonnes conditions de vie en général, puis qui sont assez ouverts aussi. Puis la France, ça m'intéresse. Après, c'est sûr qu'en ce moment, le Portugal, l'Espagne, ils grandissent comme ligue, donc à voir ce qu'il y a à offrir de ce côté-là aussi. Puis la France aussi, il n'y a pas de barrière langagière, là, donc c'est quelque chose qui est un peu plus simple. Mais c'est à suivre en fonction aussi de quelles équipes sont intéressées. Puis, tu parles de conditions. À quel point, justement, une joueuse pro qui sort du Canada comme ça, qui s'en va jouer en Europe, justement, est-ce que les conditions sont assez bonnes pour dire je ne fais que ça, jouer au soccer, ou tu es prise pour faire autre chose, ou en tout cas, quand la saison est finie, travailler un peu, ou les salaires et les conditions sont assez intéressantes pour vraiment être 100% en soccer? J'ai eu des discussions avec quelques joueurs qui sortaient du réseau U-Sport ou que je connais qui ont été joués professionnels. C'est sûr que quand tu sors du réseau U-Sport, tu es moins connu un petit peu. Donc, pas tu pars au bas de la chaîne, mais tu peux vivre du foot, mais tu vas pas vivre d'une façon très, très luxueuse. Là. Tu vas un peu... tu vas être serré puis tu vas pas nécessairement faire beaucoup d'argent. Après, je pense que c'est possible, par contre, de juste vivre de foot. Si jamais je vais pro, c'est sûr que je vais essayer de peut-être trouver un petit travail juste pour essayer de m'acclimater aussi à la vie là-bas une fois que si jamais je sais pas ma langue première, ben que j'apprenne la langue aussi. Mais je pense pas que tu deviens très, très avec beaucoup d'argent, très, très fortuné, mais je pense que c'est possible de vivre du foot. Oui, c'est ça, parce que comme tu dis, être fortuné, c'est une chose, en vivre, c'est une autre, là, puis c'était plus dans ce sens-là. Comment ben, je ne sais pas si tu peux l'expliquer ou comment tu vois le fait que le Canada est si fort au niveau du soccer féminin sur la scène internationale, mais qu'on n'a pas de ligue
intéressante, professionnelle pour les femmes, alors que tranquillement, ben là, il y a une ligue canadienne, la CPL pour les hommes. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce que je sais qu'on entend beaucoup parler au hockey, ça c'est une chose, mais au soccer, c'est quand même quelque chose, là, c'est un sport que tous les pays pratiquent. Le Canada est extrêmement fort au niveau mondial, mais on dirait qu'il n'y a pas d'assises très solides. Bref, la preuve, c'est que c'est ça, il n'y a pas de ligue vraiment professionnelle, dire, bon, ben, les joueuses canadiennes peuvent jouer au Canada puis espérer gagner un peu de sous à faire ça. Comment tu expliques ça? Est-ce qu'il y a des choses que tu sais ou en tout cas tu penses qui se fait pour essayer d'amener ça? Je pense qu'il y a que les organisations ont un intérêt d'avoir une ligue pro, mais je pense que ça prend aussi un public qui est intéressé envers le soccer. Je pense que présentement, on est encore dans les débuts de la CPL en termes de popularité, là, dans le sens ça commence à devenir tranquillement populaire, mais en même temps, est-ce que c'est tant lucratif que ça d'investir? Ça, je suis pas certaine. Donc, je pense que tant qu'on va être freiné par ça, on va pas aller plus loin. Là, si on se transporte dans d'autres pays, clairement, c'est des peuples qui adorent le foot, qui vivent que de foot. Je pense que tant qu'on n'a pas un petit peu plus d'intérêt, on ne peut pas imaginer avoir une ligue professionnelle féminine. La plupart des ligues professionnelles féminines sont basées sur des clubs masculins qui sont déjà très, très lucratifs. Donc, tant qu'on n'aura pas ça de notre côté, nos clubs CPL, il y en a qui ont de la difficulté encore à rester sur pied. Puis tant qu'ils ne resteront pas sur leurs pieds, ben, on ne peut pas espérer avoir un côté féminin. Après, je pense que de plus en plus, on le voit dans le monde en général qu'il y a de l'intérêt pour le foot féminin. Puis je pense qu'il y a peut-être des investisseurs qui vont voir ça. Mais pour moi, oui, il y a vraiment un grand intérêt. Puis pour moi, à un certain point, on va se faire rattraper au niveau des succès de notre équipe nationale parce que les autres pays, ils grandissent. Par contre, je pense que tout se rapporte un petit peu à l'argent, même si ça reste du sport. Ouais. Puis malheureusement, ben, c'est ça qui nous manque. Je pense pas que c'est l'intérêt qui manque du point de vue des organisations. Je pense que c'est d'un point de vue monétaire que ça fonctionne pas. Mais j'ose espérer que dans 10 ans, ben, il va y avoir une ligue professionnelle puis il y a des jeunes joueurs qui vont pouvoir l'intégrer parce que c'est la meilleure vitrine pour pouvoir intégrer l'équipe nationale après. Ben écoute, je vais te souhaiter qu'un jour ça arrive, puis surtout nous souhaiter de pouvoir te voir jouer et évoluer dans une équipe professionnelle au Canada. Ce serait cool de boucler la boucle de même parce que franchement, les gens qui regardent jamais de soccer féminin, ben à part peut-être dans les grands événements, ratent peut-être justement des belles occasions parce que depuis quelques années, je regarde ici et là évidemment des matchs de soccer universitaire, puis le niveau de jeu est quand même, on va se le dire, là, c'est excellent. Il y a de la rapidité, de la puissance. Ceux qui peuvent penser que c'est lent et ça ne tire pas fort, je m'excuse, là. Je ne me mettrai pas nécessairement devant un tir d'une de vos joueuses. Fait que, franchement, il y a du bon jeu, puis je pense que ça mérite d'être vu, effectivement. Fait que j'espère qu'on aura l'occasion de te voir. Puis je te souhaite surtout de te trouver une place en Europe si c'est ton désir, justement. Puis que tu puisses continuer ta carrière parce que tu es une sacrée belle joueuse à regarder aller. Donc, je te le souhaite. Puis, sinon, je pense que tu vas être. C'est en enseignement que tu étudies. Fait que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va pouvoir profiter un jour du fait que tu vas être son prof et que tu vas les inspirer autrement. C'est bon. Mégane Sauvé, un gros merci d'avoir participé au podcast Bulletin sportif. C'est vraiment apprécié. Encore une fois, bonne chance au championnat canadien. On va suivre ça avec attention. Puis on va souhaiter une victoire. On va vous souhaiter une victoire, puis particulièrement pour clore ta magnifique carrière au Québec avec un titre comme ça. Merci beaucoup. C'est très gentil. À bientôt. À bientôt. Bye-bye. Et c'est ce qui met un terme à cette autre édition du podcast Bulletin sportif. Merci d'avoir été là. Je vous laisse évidemment en vous mentionnant mes suggestions d'événements à surveiller. On vient de parler avec Mégane Sauvé du championnat canadien universitaire de soccer. D'ailleurs, allez lire sur bulletinsportif.ca l'article que j'ai écrit pour mettre la table sur les matchs qui sont à venir. D'ailleurs, ça commence dès jeudi matin. Donc, championnat canadien universitaire de basket, excusez-moi, de soccer. Ça se passe à Québec, donc sur les terrains de l'Université Laval du côté féminin. Le championnat canadien du côté masculin qui inclut les Carabins et l'UQTR. Ça se passe du côté de Kamloops.
Au niveau collégial, c'est également les championnats canadiens. Donc, chez les femmes, ça se passe aussi au Québec, ça se passe à Saint-Lambert. Donc, Champlain-Saint-Lambert, les Cavaliers et les Aigles d'Onsic qui seront les représentantes du RSEQ. Tandis que chez les hommes, c'est Montmorency qui a gagné le championnat provincial, donc qui représente le RSEQ. Cette fois, c'est du côté de Vancouver. Championnat canadien, c'est pas seulement au soccer, c'est également au cross-country. Ça se passe du côté de Halifax en fin de semaine. Rouge et or, chez les femmes, chez les hommes, non seulement champions provinciaux en titre, mais champions canadiens en titre. Ils ont gagné l'année passée. Champ du cygne universitaire pour notamment la grande Jessie Lacourse, qui a évidemment gagné le titre provincial individuel un peu plus tôt cet automne. Donc, on va lui souhaiter d'en remporter un autre au niveau canadien en fin de semaine et surtout, idéalement, d'aider les siennes à remporter et à défendre leur titre canadien. Évidemment, qu'est-ce qu'on a à surveiller en fin de semaine? On en a parlé, les demi-finales au niveau collégial et du football et la fameuse Coupe Dunsmore entre les Carabins et le Rouge et Or sur le terrain du Rouge et Or samedi. Ce sera évidemment le grand classique annuel entre ces deux équipes-là, même si certains aiment dire que c'est plate que ce soit toujours les deux mêmes équipes. On va être au rendez-vous et évidemment, on va surveiller ça attentivement. Ne vous laissez pas berner par le dernier pointage entre ces deux équipes-là. Je pense qu'on aura droit à un match très serré. Pour le reste, allez sur le site du RSEQ, allez fouiller pour voir où se déroulent les diverses activités, où se déroulent les matchs, les confrontations que vous voulez voir dans les sports qui vous intéressent. Et puis, il y en a pour tous les goûts et surtout, il y en a partout. Alors, je vous souhaite une excellente semaine, tout le monde. N'hésitez pas. Partagez, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, partagez notre contenu, c'est disponible un peu partout et surtout, allez vous abonner sur nos différentes plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter. On essaie d'être un peu partout, on veut s'assurer de partager le maximum de ce qui se passe au niveau du sport étudiant au Québec. Merci d'être là et merci à Gagner Sport. Si jamais vous avez besoin d'équipement, n'hésitez pas, c'est de leur côté que ça se passe. Vous avez leur site web, gagnersport.com, qui est juste ici, avec un numéro de téléphone, 1-855-588-0377. Merci Gagner Sport et merci encore une fois à vous. Bonne semaine.